La respiration de Giovanni a changé à 3h42 du matin. Je l'ai su avant même que le moniteur ne se mette à biper, avant que les chiffres à l'écran ne passent en territoire dangereux. 6 mois passés à m'occuper de lui m'avaient appris à déchiffrer les signes subtils, les petits hoquets dans sa poitrine, la façon dont ses doigts se recroquevillaient légèrement lorsque la douleur franchissait la barrière de la morphine. J'ai posé mon livre et je me suis approché de son lit, appuyant doucement 2 doigts sur son poignet. Son pouls battait sous ma main, irrégulier et de plus en plus faible. La pluie de novembre tambourinait sans discontinuer contre les fenêtres du manoir du Connecticut, une toile de fond à laquelle je m'étais habitué pendant les longues nuits de travail. Monsieur Santoro, ai-je dit doucement en me penchant vers lui, vous m'entendez? Il a soulevé les paupières à demi. Ses yeux sombres, qui autrefois devaient imposer le respect, étaient désormais voilés par les médicaments et l'épuisement. Il a réussi à hocher légèrement la tête. Je vais appeler votre famille. Est-ce que cela vous convient? Il a hoché la tête à nouveau. Sa main a bougé légèrement sur la couverture. Et j'ai compris le geste. Je pris sa main ridée dans les miennes, sentant la texture papyracée de sa peau. La fraîcheur qui se propageait depuis ses extrémités depuis une semaine. Ils seront bientôt là, lui promis-je. Le numéro de son fils était enregistré dans le téléphone à côté du lit, sous une simple entrée marquée « In ». Je n'avais jamais rencontré Nicolas Santoro en personne, mais je lui avais parlé 2 fois en 6 mois. Les 2 conversations avaient été brèves et formelles. Il posait toujours les mêmes questions. Niveau de douleur, ajustement des médicaments, mon estimation du temps qu'il restait à son père. Sa voix avait un accent que je n'arrivais pas à situer. Quelque chose de méditerranéen adouci par des années passées en Amérique. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix alerte malgré l'heure. Oui, Monsieur Santoro, c'est Olivia Grant. Vous devriez venir maintenant. L'état de votre père s'est considérablement détérioré au cours de la dernière heure. Il y a eu un silence de 3 secondes. J'entendis du bruit en arrière-plan, un froissement de tissu, une porte qui se fermait. 20 minutes, dit-il, puis la ligne fut coupée. J'ajustais les oreillers de Giovanni, vérifiais le débit de sa perfusion et augmentais légèrement l'oxygène. L'agence qui m'avait embauché avait été très claire dans ses instructions. Le mettre à l'aise, préserver sa dignité et ne jamais poser de questions sur les hommes armés qui patrouillaient dans le parc ou les visiteurs qui venaient à des heures inhabituelles et parlaient rapidement en italien. Le salaire était exceptionnel, 3 fois plus élevé que ce que je gagnais dans n'importe quel hôpital, suffisamment pour enfin commencer à rembourser les dettes médicales qui m'écrasaient depuis la mort de ma grand-mère. L'isolement ne me dérangeait pas. J'avais pris l'habitude d'être seul. Les yeux de Giovanni ont de nouveau croisé les miens. Il a levé un doigt pour me faire signe de m'approcher. Lorsque je me suis penché, il m'a murmuré quelque chose en italien, sa voix à peine audible malgré le sifflement de l'oxygène. Je ne parlais pas couramment l'italien, mais ma grand-mère m'avait appris suffisamment de dialecte sicilien pour que je comprenne ce qu'il disait. Il me remerciait, non pas pour les soins médicaux, mais pour l'avoir traité comme une personne et non comme un patient, pour lui avoir fait de la lecture l'après-midi, pour ne pas avoir bronché lorsque des hommes armés se tenaient devant sa porte. De rien, ai-je répondu en lui serrant doucement la main. Vous avez rendu ces mois plus faciles que vous ne pouvez l'imaginer. Des phares ont balayé la fenêtre du 403. J'ai entendu des portières de voitures claquer. Plusieurs paires de pas sur l'allée de gravier, puis la porte d'entrée s'ouvrir 2 étages plus bas. Le gardien posté dans le couloir et parlait à voix basse à quelqu'un d'un ton différent de son attitude habituelle. Les pas dans les escaliers étaient indéterminés, contrôlés. Je redressai ma blouse et m'éloignai du lit pour laisser de la place à la famille. La porte s'ouvrit. Nicolas Santoro occupait tout l'espace de l'embrasure, bien au-delà de sa taille physique. Bien qu'il fût grand, facilement plus d'1,80 m, il portait un costume gris anthracite malgré l'heure, la veste déboutonnée, la chemise blanche ouverte au col, les cheveux bruns tirés en arrière sur un visage aux angles marqués et aux traits durs. Ses yeux, du même brun foncé que ceux de son père, mais plus vifs, plus clairs, balayèrent la pièce d'un regard rapide avant de se poser sur la silhouette allongée dans le lit. 3 hommes entrèrent derrière lui, tous vêtus de costumes sombres et se comportant avec la même maîtrise. Je reconnus l'un d'eux pour l'avoir vu lors de précédentes visites. Roberto, celui aux cheveux grisonnants, qui me saluait toujours poliment d'un signe de tête lorsque nos chemins se croisaient.
Nicolas se dirigea à grands pas vers son père. Il dit quelque chose en italien, bas et urgent. Les yeux de Giovanni s'ouvrirent, se concentrant avec effort sur son fils. Je me retirai dans un coin près du matériel médical, leur laissant leur intimité, mais restant à proximité au cas où on aurait besoin de moi. Le père et le fils parlèrent tranquillement dans leur langue maternelle. Des mots que je ne comprenais pas entièrement, mais dont la charge émotionnelle n'avait pas besoin d'être traduite. Roberto se plaça près de la porte, tandis que les deux autres hommes restaient dans le couloir. Son regard se posa brièvement sur moi, une question dans les yeux, mais je restais concentré sur les signes vitaux de Giovanni. La conversation entre Nicolas et son père dura 4 minutes. Les réponses de Giovanni s'affaiblissaient, sa respiration devenait plus laborieuse. Nicolas serra la main de son père et je vis les muscles de sa mâchoire se contracter, seul signe visible d'émotion sur son visage par ailleurs impassible. À 4h31, la saturation en oxygène de Giovanni chuta brutalement. Je m'avançai sans réfléchir, vérifiant le moniteur, ajustant le débit. Nicolas recula, m'observant travailler avec une intensité qui me donnait envie de trembler. Ses poumons se remplissent de liquide, expliquai-je doucement, croisant le regard de Nicolas. Je peux augmenter la morphine pour le soulager, mais au-delà de ça, faites-le, dit Nicolas. Sa voix était rauque, avec une pointe que je reconnaissais pour l'avoir entendue pendant mes années dans les soins palliatifs. Ce n'était pas encore tout à fait du chagrin, mais plutôt l'anticipation de celui-ci, la préparation à l'impact. J'ai administré le médicament, puis j'ai vérifié à nouveau le pouls de Giovanni. Il était encore plus faible, les battements plus espacés. Nicolas est retourné au chevet de son père, se penchant vers lui et lui murmurant des mots que je ne pouvais pas entendre. Roberto a changé de position, son visage buriné marqué par une véritable tristesse. Giovanni Santoro a rendu son dernier souffle à 4h07 du matin. Les moniteurs ont affiché une ligne plate avec un son régulier qui couvrait le bruit de la pluie. Je me suis immédiatement déplacé pour couper les alarmes, puis je me suis avancé pour vérifier son pouls, sachant que je ne le trouverais pas. Il est parti, ai-je dit doucement. Bien qu'il le sache déjà, Nicolas est resté parfaitement immobile, la main toujours posée sur celle de son père, les yeux fixés sur le visage de l'homme plus âgé. Le silence s'est prolongé, seulement rompu par la pluie et le bruit discret de Roberto se signant. J'avais assisté à de nombreux décès au cours de ma carrière. J'avais appris à reconnaître les différentes façons dont les gens vivaient le deuil. Le chagrin de Nicolas Santoro était enfermé derrière des murs de fer, visible uniquement dans le léger tremblement de sa main avant qu'il ne la stabilise. Le seul souffle lent qu'il prit avant de lâcher les doigts de son père. Puis il se leva, redressa sa veste et devint quelqu'un d'autre. La transformation ne prit que quelques secondes. Le soleil disparut, remplacé par celui que Nicolas Santoro était pour les hommes qui travaillaient pour lui, pour le monde extérieur à cette pièce. Mais j'avais vu la fissure dans l'armure. J'avais été témoin du moment avant que les murs ne se referment. Je passais par la routine familière des soins post-mortem, fermant les yeux de Giovanni, arrangeant ses mains, redressant les couvertures. Alors que je me penchais sur lui, des mots remontèrent spontanément du fond de ma mémoire. Une prière que ma grand-mère m'avait apprise dans le dialecte sicilien qu'elle avait apportée de son village près de Palermo. La prière pour les morts, ancienne et spécifique, demandant la lumière éternelle et le repos pour l'âme défunte. Je murmurais les mots sans réfléchir, d'une voix basse, avec une cadence automatique après des années passées à entendre ma grand-mère la réciter pour les parents, les voisins, tous ceux de son pays natal qui étaient décédés. Quand j'eus terminé et que je levai les yeux, Nicolas me regardait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Pas tout à fait de la stupéfaction, mais quelque chose qui s'en rapprochait. De la reconnaissance peut-être, ou de la confusion. Où as-tu appris ça? Sa voix traversa l'espace qui nous séparait, assez tranchante pour me faire sursauter. Appris quoi? Cette prière, ces mots exacts, ce dialecte. Je jetai un coup d'œil à Roberto, qui observait notre échange avec un intérêt discret. Puis je me tournai vers Nicolas. Ma grand-mère me l'a apprise. Elle venait de Sicile, d'un petit village près de Palermo. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Les yeux de Nicolas se sont légèrement plissés. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose. Mais Roberto s'est avancé, d'un ton doux. Mademoiselle Grant est restée ici toute la nuit. Elle devrait se reposer.
Je peux la raccompagner chez elle, m'assurer qu'elle arrive à bon port. C'était une offre raisonnable, un geste aimable de la part d'un homme qui s'était toujours montré courtois lors de ses visites. Mais avant que je puisse répondre, avant même que je puisse réfléchir à cette suggestion, Nicholas dit non. Ce simple mot avait un caractère définitif. Elle part avec moi. Roberto haussa légèrement les sourcils, mais ne dit rien et recula immédiatement. Je clignais des yeux, l'épuisement m'empêchant de penser clairement. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Santoro. Je peux appeler un service de voiture ou... L'offre de Roberto, c'est que vous veniez avec moi. Nicolas l'interrompit d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Il se dirigeait déjà vers la porte, s'attendant clairement à ce que je le suive. Je regardais Giovanni une dernière fois, son visage paisible que la mort avait rendu serein, puis je pris mon sac et ma veste. Mon corps était endolori par les heures passées debout, par le poids émotionnel d'avoir vu disparaître quelqu'un qui m'était devenu cher. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour discuter avec un fils en deuil, surtout un fils qui dégageait le genre de danger contrôlé que dégageait Nicolas Santoro. Roberto m'adressa un petit signe de tête lorsque je passais devant lui. Il y avait quelque chose de presque apologétique dans son expression, même si je ne comprenais pas pourquoi. La maison était silencieuse lorsque nous descendîmes les escaliers, le personnel de nuit habituel gardant apparemment ses distances. Dehors, la pluie s'était intensifiée, martelant l'allée de gravier. Un SUV noir tournait au ralenti près de l'entrée, ses phares perçant la pluie battante. Nicolas tenait la porte arrière ouverte, attendant. Je me glissais dans le siège en cuir, posant mon sac à mes pieds. Il ferma la porte avec une précision contrôlée, puis contourna le véhicule et se glissa lui-même dans le siège du conducteur. Le moteur ronronna pour démarrer. Nous avons quitté le manoir, laissant derrière nous la chaleur et la lumière, pour nous diriger vers l'obscurité et la pluie. Nicolas conduisait en silence. Ses mains étaient fermement posées sur le volant, son profil était éclairé par intermittence par les lampadaires. Je regardais les gouttes de pluie couler sur la vitre, l'esprit engourdi, la poitrine serrée par un chagrin dont l'intensité me surprenait. Giovanni n'était pas de ma famille, il était à peine un ami au sens professionnel du terme. Mais il avait été gentil. Il m'avait raconté des anecdotes sur son enfance en Italie, m'avait demandé comment s'était passée ma journée, m'avait traité avec un respect que j'avais rarement connu dans ma carrière médicale. Une larme coula sur ma joue avant que je puisse l'arrêter. Je l'essuyai rapidement, tournant mon visage davantage vers la vitre, mais pas avant d'avoir croisé le regard de Nicolas dans le rétroviseur, qui m'observait avec la même intensité troublante qu'il avait affichée depuis que j'avais prononcé cette prière. L'autoroute s'étendait devant nous, glissante sous la pluie et presque déserte à cette heure-là. Je m'attendais à ce que Nicolas se dirige vers le sud, vers la ville, vers mon petit appartement dans le Queens, où je vivais depuis 1 an. Au lieu de cela, il prit la sortie vers Manhattan, empruntant des rues que je reconnaissais pour les avoir parcourues à quelques reprises, mais que je n'avais jamais vraiment explorées. Où allons-nous? Ma voix résonnait dans le silence de la voiture, rivalisant avec le rythme des essuie-glaces, quelque part où nous pourrons parler. Ce n'était pas une réponse, mais clairement la seule que j'obtiendrais. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide, regardant la ville se réveiller lentement. Des camions de livraison passaient en grondant. Les travailleurs matinaux se dirigeaient péniblement vers les entrées du métro. Le ciel passait du noir au gris, même si le lever du soleil n'était prévu que dans 1 heure. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant de Little Italy, dont la façade était sombre et où une pancarte fermée était accrochée à la fenêtre. Au-dessus de la porte, le nom Lucia's était écrit en lettres élégantes. Nicolas s'est garé juste devant, ignorant les panneaux d'interdiction de stationner, et a coupé le moteur. Viens à l'intérieur. Il était déjà sorti de la voiture avant que je puisse protester, debout sous la pluie sans sembler s'en apercevoir. J'ai attrapé ma veste et l'ai suivi, mes baskets éclaboussant les flaques d'eau tandis que je me précipitais vers l'auvent, où il tenait ouverte une lourde porte en bois. L'intérieur du restaurant était magnifique, même dans l'obscurité. De petites tables recouvertes de nappes blanches étaient disposées à intervalles réguliers. Des bouteilles de vin étaient alignées sur des étagères le long des murs en briques apparentes. L'odeur de l'ail et des herbes persistait dans l'air depuis le service de la veille. Nicolas appuya sur un interrupteur, allumant un éclairage tamisé qui projetait des ombres chaudes dans la pièce. Il ôta sa veste de costume, la posa sur une chaise, puis retroussa ses manches d'un geste efficace.
Sans un mot, il disparut par une porte qui, je suppose, menait à la cuisine. Je me tenais près de l'entrée, dégoulinant sur le parquet, ne sachant pas quoi faire. Ce n'était pas une conversation que nous devions avoir. J'avais soigné son père. Son père était mort. Mon travail était terminé. Nous ne nous devions rien d'autre que la courtoisie professionnelle. Mais quelque chose dans la prière l'avait bouleversé. Je l'avais vu sur son visage. Le choc, suivi d'un calcul précis. Nicolas réapparut avec un petit plateau. Une machine à expresso sifflait en arrière-plan. Il posa le plateau sur la table la plus proche. Une corbeille de pain, un petit plat d'huile d'olive mélangé à des herbes, des tranches de fromage, 2 serviettes en tissu. « Asseyez-vous, dit-il. » Son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Je m'assis. J'étais trop épuisé pour discuter avec un homme qui n'avait manifestement pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Il revint avec 2 petites tasses d'espresso, dont l'arôme riche dissipa ma fatigue. Il en posa une devant moi, puis s'installa sur la chaise en face de la table, ses yeux sombres, fixés sur mon visage. « La prière que vous avez dite pour mon père. » Ce dialecte particulier n'est pas courant. Même en Sicile, seuls certains villages utilisent encore ces expressions exactes. J'enroulai mes mains autour de la tasse chaude, reconnaissante pour la chaleur. Ma grand-mère était très traditionnelle. Elle était venue en Amérique à l'âge de 19 ans, mais n'avait jamais vraiment quitté son pays natal. Elle m'a appris des prières pour tout, pour les repas, pour le sommeil, pour les morts. D'où venait-elle exactement? D'un village appelé Corleo. Quelque chose a vacillé dans son expression. Il a pris son espresso, l'a bu d'un seul trait, d'un geste habile, puis a reposé la tasse avec un léger clic. Ma grand-mère venait d'un village situé à 20 mètres de là. J'ai passé mes étés en Sicile quand j'étais enfant. Avant, a-t-il ajouté après une pause, la mâchoire crispée, avant que mon père ne me fasse entrer dans l'entreprise familiale. Le poids de ces mots était indéniable. J'ai arraché un morceau de pain et l'ai trempé dans l'huile d'olive pour occuper mes mains. Je suis désolé pour votre perte, ai-je dit doucement. Votre père était un homme bon. Au moins, il était gentil avec moi. Il vous aimait bien. Il m'a dit que vous le traitiez avec dignité, que vous ne le regardiez jamais avec pitié ou crainte. Pourquoi l'aurais-je craint? C'était un homme mourant qui avait besoin de compagnie. Nicolas se cala dans son fauteuil et m'observa avec une intensité déconcertante. Vous ne savez vraiment pas qui nous sommes, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes riche, je sais que vous disposez d'une sécurité importante. J'ai supposé que vous étiez impliqué dans quelque chose qui exigeait de la discrétion. C'est une façon exceptionnellement diplomatique de dire que vous nous soupçonniez d'être des criminels. Mes joues s'empourprèrent. Ce n'était pas mon affaire de savoir. L'agence avait été claire à ce sujet lorsqu'elle m'avait embauché, et vous aviez suffisamment besoin d'argent pour ne pas poser de questions. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. Mais cela me piquait quand même. Oui, j'admets que j'avais besoin d'argent. Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Après 3 ans de lente agonie, je m'en suis occupé presque seul. Les factures de l'hôpital de ces derniers mois m'ont ruiné financièrement. Je ne pouvais pas trouver de travail régulier dans le domaine des soins infirmiers, car les employeurs potentiels voyaient ma dette et pensaient que j'étais instable. L'agence offrait 3 fois le tarif standard, des avances en espèces et la discrétion. J'ai accepté parce que j'étais désespéré. Nicolas a pris le pain et en a arraché un morceau avec une lenteur délibérée. Votre honnêteté est rafraîchissante. La plupart des gens dans votre situation essaieraient de feindre la noblesse, prétendant avoir accepté ce travail par compassion pour une patiente âgée. J'avais effectivement de la compassion pour votre père, mais j'avais aussi besoin de manger et de payer mon loyer. Les 2 choses peuvent être vraies. Une ombre de ce qui aurait pu être du respect passa sur son visage. Il mangea le pain, puis versa de l'huile d'olive dans son assiette. Mon père était à la tête d'une grande organisation, dit-il d'un ton conversationnel malgré la gravité de ses paroles. Une organisation impliquée dans des activités qui existent en dehors des limites légales. Importation, exportation, protection, accords territoriaux avec d'autres groupes opérant de manière similaire. Mon estomac se noua. Je posais mon pain. Vous me dites qu'il était un criminel? Oui, un criminel très prospère pendant 40 ans. Et maintenant, ce rôle me revient. L'espresso devint amer dans ma bouche, je m'en doutais, bien sûr. On ne travaillait pas dans le secteur de la santé pendant des années sans reconnaître certains schémas. Les gardes, les visiteurs qui parlaient en code,
La façon dont Giovanni passait parfois des coups de fil en italien avec une autorité indéniable, malgré son état de faiblesse. Mais soupçonner et savoir étaient deux choses différentes. Pourquoi me dites-vous cela? Nicolas posa sa serviette avec des gestes précis. Parce que vous ne pouvez pas simplement rentrer chez vous et faire comme si les 6 derniers mois n'avaient pas existé. Les gens de mon entourage ont remarqué à quel point vous étiez proche de mon père. Combien de temps tu as passé dans cette maison, à quel point il te faisait confiance au point de mourir en ta présence. J'étais son infirmier. Bien sûr que j'étais là. Tu as récité une prière dans un dialecte qui te relie à la même région d'où sont originaires plusieurs familles puissantes. Tu as accès à une maison où se déroulaient des conversations sensibles. Tu es exactement le genre de personne que les organisations rivales recherchent lorsqu'elles veulent obtenir des informations. Une peur glaciale m'a parcouru l'échine. Je ne sais rien. Je n'ai jamais écouté ces appels téléphoniques. Je n'ai jamais regardé ces documents. J'ai fait mon travail, rien de plus, je vous crois. Il s'est penché en avant, les avant-bras posés sur la table. Mais les Russes qui envahissent notre territoire se moquent de la vérité. Ils y verront une opportunité. Une femme qui a accès à des informations, qui détient potentiellement des connaissances, qui peut être soumise à des pressions, achetée ou menacée. Alors je disparaîtrai. Je déménagerai dans une autre ville. Je changerai de nom si nécessaire. Ce ne sera pas assez rapide. Ils savent déjà qui vous êtes. Mes mains se mirent à trembler. Je les appuyai à plat sur la table pour le cacher. Que suggérez-vous? Une protection temporaire jusqu'après les funérailles, jusqu'à ce que la transition du pouvoir se stabilise et que vous ne soyez plus une cible intéressante. Mes hommes surveilleront votre appartement. Vous escorteront si vous devez vous déplacer. 2 semaines? Peut-être 3? Non. Le mot est sorti plus secouement que prévu. J'apprécie votre sollicitude, mais je ne m'impliquerai pas davantage dans cette affaire. Je vais tenter ma chance. Ce n'est pas une chance que vous gagnerez. C'est toujours à moi de décider. L'expression de Nicolas s'est durcie. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose rapidement, puis l'a posé face vers le haut sur la table entre nous. L'écran affichait une photo de mon immeuble, dont l'entrée était clairement visible, ainsi qu'un horodatage datant de 15 minutes. Mes hommes sont déjà en place, dit-il calmement. Pas pour vous piéger, mais parce que j'ai donné l'ordre avant de quitter la maison ce soir. Avant même que vous ne compreniez dans quoi vous vous embarquiez, la colère ait envahi ma poitrine, brûlant l'épuisement et la peur. Vous n'aviez pas le droit, j'avais tous les droits. Vous êtes entré dans mon monde dès l'instant où vous avez accepté ce travail. Vous avez accompagné mon père dans ses derniers moments. Vous avez prié pour lui avec les mots que ma propre mère avait l'habitude d'utiliser. Cela crée une obligation. Une obligation pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. J'ai fait mon travail avec professionnalisme et compassion. La mort de votre père ne fait pas de moi votre responsabilité ou votre prisonnière. Je n'ai jamais dit prisonnière, de prisonnière. Alors comment appelleriez-vous le fait de poster des gardes chez moi sans ma permission? De décider des risques que je suis autorisé à prendre avec ma propre vie? Nicolas s'est également levé, sa taille m'obligeant à pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. J'appellerais cela vous garder en vie assez longtemps pour que vous compreniez le danger dans lequel vous vous trouvez. Je préfère peut-être tenter ma chance plutôt que d'avoir une dette envers une organisation criminelle. Les mots sont restés suspendus entre nous, durs et irrévocables. Je m'attendais à de la colère, à des menaces, à une démonstration du pouvoir qu'il exerçait clairement. Au lieu de cela, Nicolas se contenta de me regarder avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Mon père m'a dit que vous étiez têtu », dit-il finalement. Il trouvait cela amusant. Il disait que vous lui rappeliez ma grand-mère, qui avait un jour jeté une casserole sur un homme 2 fois plus grand qu'elle pour avoir manqué de respect à sa cuisine. Malgré tout, cette image me fit esquisser un sourire. Cela ressemblait exactement à quelque chose que Giovanni aurait apprécié. Nicolas l'a remarqué. Son expression s'est légèrement adoucie. « Je n'essaie pas de vous contrôler, Mademoiselle Grant. J'essaie de vous empêcher d'être victime de situations que vous ne comprenez pas. Il y a une différence, n'est-ce pas? Parce que de mon point de vue, cela me semble remarquablement similaire. » Il a expiré lentement, passant une main dans ses cheveux noirs. Pour la première fois depuis son arrivée au restaurant, il avait l'air fatigué, vraiment fatigué. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.
épuisé par le chagrin. Il ne pouvait pas se permettre de le montrer, ni les responsabilités qu'il n'avait pas demandées, mais qu'il assumerait quand même. J'ai vu mon père mourir ce soir, dit-il doucement. Je suis désormais responsable de 300 personnes qui dépendaient de moi pour leur subsistance, leur sécurité, leur avenir. J'ai des rivaux qui tournent autour de moi, comme des requins qui sentent le sang dans l'eau. Je dois faire face à des contestations internes de mon autorité qui vont surgir avant même que son corps ne soit froid. Et j'ai une jeune femme qui a traité mon père avec plus de gentillesse sincère que la plupart des membres de sa propre famille, et je ne laisserai pas cette femme devenir une victime parce qu'elle est trop fière pour accepter de l'aide. La franchise brute dans sa voix m'a pris au dépourvu. Ce n'était plus l'homme contrôlé et dangereux qui avait dominé la pièce au chevet de son père. C'était quelqu'un qui portait un poids impossible, qui prenait des décisions difficiles, qui essayait de protéger ce qui restait de son monde alors que celui-ci menaçait de s'effondrer autour de lui. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Une fatigue soudaine m'a fait fléchir les jambes. Je ne veux pas être impliqué dans tout ça, ai-je murmuré. Je sais, mais tu l'es déjà. L'appartement de l'Upper East Side était plus beau que tous ceux où j'avais vécu. Les baies vitrées donnaient sur une rue bordée d'arbres. Le mobilier était moderne mais confortable. Des lignes épurées et des tons neutres. Une cuisine entièrement équipée. Une chambre avec des draps qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Une salle de bain avec chauffage au sol. J'avais l'impression d'être dans une cage très coûteuse. 3 jours passèrent dans une étrange suspension de la réalité. J'avais mon téléphone, mon ordinateur portable, accès à la télévision et à des livres. Mais lorsque j'essayais d'ouvrir la porte d'entrée le premier matin, un homme poli en costume sombre apparut de quelque part dans le couloir. Mademoiselle Grant, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous aider. Aider, c'était le mot qu'ils utilisaient tous, les deux hommes postés dans le hall de l'immeuble, celui qui apparaissait chaque fois que je m'approchais de la porte, même la femme qui livrait les repas 2 fois par jour, posant des assiettes couvertes sur le comptoir de la cuisine avec un sourire professionnel. Nicolas arrivait chaque après-midi vers 16 heures. Il n'appelait jamais à l'avance, ne frappait jamais à la porte. Il utilisait une clé dont j'ignorais l'existence, entrant comme s'il était chez lui, ce qui était sans doute le cas. La première visite a duré 10 minutes. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, m'a informé que les funérailles de son père auraient lieu dans 2 jours, puis est parti avant que je puisse formuler une réponse autre que les politesses d'usage. La deuxième visite a été plus longue. Il a apporté un ordinateur portable et m'a montré des images de vidéosurveillance prises à l'extérieur de mon immeuble. 3 angles différents d'une berline sombre garée de l'autre côté de la rue, aux vitres teintées, dont les plaques d'immatriculation se sont avérées volées lorsque ces hommes les ont vérifiées. Des Russes, a-t-il dit d'un ton neutre, qui surveillent ton retour. J'ai eu un pincement au cœur. Comment sais-tu qu'ils sont Russes? Parce que je connais la voiture, l'équipe et l'homme qui donne les ordres. Il s'appelle Dimitri Volkov. Il travaille pour une organisation qui tente de s'étendre sur le territoire contrôlé par mon père depuis 30 ans. Je fixais l'image figée à l'écran, cette voiture sombre qui ressemblait à 1000 autres voitures sombres à New York. Que veulent-ils de moi? Des informations sur les activités de mon père, les noms de ses associés, l'emplacement de ses propriétés, des détails sur ses arrangements financiers. Ils pensent que vous avez peut-être entendu des choses pendant votre séjour dans la maison. Ce n'est pas le cas. Je le jure, je le sais. Il a fermé l'ordinateur portable. Mais ils se moquent de la vérité. Ce qui les intéresse, ce sont les possibilités. La troisième visite a changé quelque chose entre nous. Nicolas est arrivé plus tard que d'habitude, après 19 heures. Sa cravate était défaite et il avait des cernes sous les yeux. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis la mort de son père, ce qui était probablement le cas. « Tu devrais manger quelque chose », lui ai-je dit en lui montrant les restes de mon dîner, que je n'avais presque pas touché. Il a jeté un coup d'œil au récipient sur le comptoir, puis m'a regardé, l'étonnement se lisant sur son visage. « Tu t'inquiètes de savoir si j'ai mangé. Tu as l'air épuisé, et le chagrin n'excuse pas le fait de sauter des repas. » Son expression s'est adoucie. Il s'est assis au comptoir de la cuisine et j'ai réchauffé la nourriture sans lui demander la permission, lui mettant une assiette devant lui avec des couverts et un verre d'eau. Il a mangé en silence pendant plusieurs minutes avant de parler.
Mon père a commencé à me préparer à cette vie quand j'avais 15 ans. Il m'a retiré de l'école normale et m'a fait venir des tuteurs privés qui m'enseignaient la stratégie commerciale en même temps que le calcul. À 17 ans, j'assistais à des réunions. À 19 ans, je dirigeais les opérations. Je n'ai jamais eu le choix de ce que je deviendrais. L'amertume dans sa voix était soigneusement contrôlée, mais indéniable. Tu voulais avoir le choix, ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, j'étais trop jeune pour comprendre ce à quoi je renonçais. Il a posé sa fourchette. Et toi? Ton dossier indique que tu as suivi des études d'infirmière, mais que tu n'as jamais obtenu ton diplôme. Pourquoi? Ma grand-mère est tombée malade. Elle a d'abord souffert de démence, puis d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissée partiellement paralysée. Elle m'avait élevé après la mort de mes parents. Je ne pouvais pas la placer dans un établissement où elle serait terrifiée et seule. J'ai donc quitté l'école, je suis devenue aide-soignante certifiée et je me suis occupé d'elle moi-même. Pendant combien de temps? 3 ans. Jusqu'à sa mort, avec 70 000 de dettes envers les hôpitaux, les spécialistes et les entreprises de matériel médical. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle est partie, mais la dette et l'épuisement pèsent toujours sur mon cœur comme un poids. Nicolas resta silencieux pendant un moment. C'est pour ça que tu as accepté le travail avec mon père. Pas seulement pour l'argent, mais pour cette dette en particulier. Oui, les appels de recouvrement ne cessaient jamais. Mon crédit était détruit. Les postes d'infirmière classique ne m'embauchaient pas parce qu'ils pensaient que je représentais un risque financier. Ton agence offrait de l'argent, de la discrétion et suffisamment d'argent pour faire une réelle différence. À ce moment-là, j'aurais accepté presque n'importe quel travail. Presque n'importe quel. J'ai croisé son regard. J'avais encore des limites que je ne franchirais pas. Votre père avait besoin de soins médicaux, pas de quelque chose d'illégal ou de dangereux. Cela rendait la chose acceptable. Acceptable. Il répéta le mot comme s'il en testait le poids. La plupart des gens dans votre situation auraient utilisé des justifications plus fortes. Appelez cela un noble sacrifice ou un devoir familial. C'était un devoir. C'était aussi la seule option que j'avais qui ne m'obligeait pas à regarder ma grand-mère souffrir dans un établissement public pendant que je terminais mes études. Les deux choses sont vraies. Son expression se transforma en quelque chose qui ressemblait à du respect. Vous ne vous mentez pas à vous-même. Je ne peux pas me le permettre. Les mensonges coûtent cher. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, la conversation passant de sujets graves à des thèmes plus neutres. Il m'a posé des questions sur le village de ma grand-mère en Sicile. Je lui ai posé des questions sur ses étés d'enfance en Italie. La distance entre nous semblait moins absolue, moins définie par des catégories telles que ravisseur et captive, criminel et civil. Lorsqu'il est parti ce soir-là, il s'est arrêté à la porte. Les funérailles ont lieu demain à 10 heures. J'aimerais que vous y assistiez. Pourquoi? Je ne fais pas partie de la famille. Mon père aurait voulu que vous soyez là. Et politiquement, votre présence envoie un message. Quel message? Que notre famille honore ceux qui nous servent avec loyauté, que nous protégeons les nôtres. Ses yeux sombres ont croisé les miens. Viendrez-vous? J'aurais dû dire non. J'aurais dû tracer une ligne entre obligation professionnelle et implication personnelle. Mais Giovanni avait été gentil avec moi, m'avait traité avec dignité, m'avait fait rire avec ses histoires sur sa jeunesse, même lorsque la douleur lui rendait la respiration difficile. Oui, je serai là. L'église se trouvait dans le Bronx, un vieux bâtiment catholique avec des marches en pierre usée et des vitraux qui filtraient la lumière du matin en motifs colorés sur les bancs en bois. Les gens occupaient tous les sièges, débordaient dans les allées latérales et se tenaient debout dans le vestibule. Je reconnus certains visages que j'avais vus lors de mes visites à la maison du Connecticut. D'autres étaient des inconnus vêtus de costumes coûteux et de robes de créateurs. Je m'assis au 3e rang, vêtu d'une simple robe noire que j'avais trouvée dans le placard de l'appartement ce matin-là, avec des talons modestes et un manteau sombre. Tout m'allait parfaitement, ce qui signifiait que Nicolas avait réussi à obtenir mes mensurations. Cette pensée aurait dû me perturber davantage qu'elle ne l'a fait. Le service était traditionnel, célébré pour moitié en anglais et pour moitié en italien, par un prêtre qui connaissait manifestement bien la famille. Il a parlé de la dévotion de Giovanni pour sa défunte épouse, de son amour pour son fils, de sa générosité envers la communauté, des éloges soigneusement formulés qui rendaient un hommage à l'homme sans mentionner les méthodes qu'il avait utilisées pour acquérir sa richesse et son influence.
Nicolas était assis au premier rang, le dos raide, le visage impassible. Roberto était assis à côté de lui, ainsi que plusieurs autres hommes que j'avais reconnus depuis la première nuit. La ressemblance familiale était évidente chez certains d'entre eux. Les cheveux foncés et les traits marqués se transmettaient de génération en génération. Mais il y avait chez eux une froideur qui me dérangeait. Des embrassades mécaniques, des yeux secs, des conversations menées à voix basse qui semblaient être plus portées sur les affaires que sur le deuil. Même la mère de Nicolas, une femme mince aux cheveux argentés et aux bijoux coûteux, semblait plus irritée que triste. Seul Nicolas semblait sincèrement affecté, même s'il le cachait derrière plusieurs couches de sang-froid. À la fin de la cérémonie, les gens défilèrent devant le cercueil ouvert pour lui faire leurs derniers adieux. J'attendis que la plupart des personnes soient passées, puis je m'approchai avec plusieurs autres. Giovanni semblait paisible dans la mort, vêtu d'un costume sombre, les mains usées par le temps croisées sur la poitrine. Je fis le signe de croix, un geste sur lequel ma grand-mère avait insisté, même si nous allions rarement à l'église. Puis, sans le vouloir, je murmurai la même prière que j'avais prononcée dans sa chambre 3 nuits auparavant. Les vieux mots siciliens me semblaient juste nécessaires. Plusieurs femmes âgées près du cercueil se tournèrent vers moi, leur expression passant de la curiosité à l'approbation. L'une d'elles, toute petite et vêtue entièrement de noir, me fit un signe de tête qui semblait respectueux. L'enterrement était privé, réservé à la famille, ce qui signifiait que je retournais à l'appartement pendant que Nicolas s'occupait des cérémonies qui suivaient. Mais à 15 heures, une voiture arriva pour m'emmener à la réception dans le manoir du Connecticut. La maison semblait différente à la lumière du jour, moins isolée et plus imposante. Des voitures étaient garées le long de la longue allée. Le personnel de restauration se déplaçait dans les pièces avec des plateaux. Les gens se regroupaient, discutant à voix basse mais avec animation. Je suis resté en retrait, acceptant un verre de vin que je n'ai pas bu et essayant de rester invisible. Mais Nicolas m'a trouvé en moins de 15 minutes, apparaissant à mes côtés avec la même assurance déconcertante dont il faisait toujours preuve. Tu es venu. Tu me l'avais demandé. J'en suis heureux. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, la mâchoire crispée. C'est la partie que je déteste, le spectacle. Tout le monde fait semblant de s'intéresser à lui tout en calculant comment sa mort peut leur être profitable. Tout le monde ne fait pas semblant. Certaines personnes à l'église ont l'air sincèrement tristes. Ceux qui le connaissaient personnellement, oui, mais la plupart de cette foule, dit-il en désignant vaguement les personnes bien habillées. Ils sont là pour sauver les apparences, pour montrer leur respect envers la nouvelle direction, pour évaluer si je suis assez forte pour reprendre ce que mon père a construit. Avant que je puisse répondre, un homme s'est précipité vers nous, son verre débordant. Il était plus jeune que Nicolas, peut-être la vingtaine bien avancée, avec les mêmes cheveux foncés, mais des traits plus doux. La ressemblance familiale le désignait comme un cousin ou un neveu. Nicky, sa voix portait à travers la pièce, trop forte, avec un léger bredouillement. « Te voilà avec ta petite infirmière. Dis-moi, a-t-elle bien pris soin de l'oncle Giovanni? A-t-elle rendu ses derniers jours confortables? » L'expression de Nicolas se fit glaciale. « Va boire un peu d'eau, Paulo. Je ne fais que poser des questions. » Les yeux de Paulo me balayèrent d'un regard évaluateur. « Elle est jolie. Vraiment jolie. Je me demande si le vieux l'a engagée pour autre chose que ses compétences médicales. » L'insulte me frappa comme une gifle. Mon visage s'empourpra de honte et de colère. Nicolas réagit si vite que je le remarquai à peine. L'instant d'avant, il était à côté de moi. L'instant d'après, il agrippait Paulo par le col et le projetait contre le mur le plus proche. Un verre en cristal tomba de la main de Paulo et se brisa sur le parquet. Vous allez vous excuser immédiatement auprès de mademoiselle Grant. La voix de Nicolas était d'un calme mortel, plus menaçante que n'importe quel cri. Ensuite, vous quitterez ma maison et vous n'y reviendrez pas tant que vous n'aurez pas compris comment faire preuve d'un minimum de respect. La bravade de Paulo s'évapora. Je ne voulais pas dire que j'allais le faire tout de suite. Je suis désolé, mademoiselle. J'ai parlé sans réfléchir. J'ai trop bu. Nicolas le relâcha d'un coup sec. Paulo tituba vers la porte, manquant de heurter Roberto, qui était apparu avec 2 autres hommes. Ils l'escortèrent dehors sans un mot. La pièce était devenue silencieuse. Tous les regards étaient rivés sur Nicolas, observant, jugeant, évaluant sa réaction face au manque de respect lors des funérailles de son père. Il venait de faire une déclaration publique sur ma position dans son monde.
Que je le veuille ou non, Nicolas s'est retourné vers moi, l'expression à nouveau maîtrisée. Même si chaque partie de son corps dégageait une tension palpable, je m'excuse pour le comportement de mon cousin. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Si j'avais besoin de le faire. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Dans ce monde, le manque de respect se propage comme une maladie si on ne le traite pas immédiatement. La réception se poursuivit, mais je sentais chaque regard, chaque conversation chuchotée qui m'était adressée. J'avais été marqué, étiqueté comme quelqu'un sous la protection de Nicolas Santoro, quelqu'un qu'il défendrait physiquement devant toute son organisation. Les implications me terrifiaient. Je m'éclipsai dès que possible, me réfugiant dans les toilettes du deuxième étage. Mes mains tremblaient, tandis que je m'agrippais au lavabo en marbre, fixant mon reflet dans le miroir au bord coupant. Qui était cette femme vêtue de noir, debout dans un manoir rempli de criminels, protégée par un homme qui cassait des verres et menaçait des membres de sa famille en son nom? Je ne la reconnaissais pas. Lorsque je suis sorti 10 minutes plus tard, plus calme mais pas sereine, Roberto m'attendait dans le couloir. Mademoiselle Grant, la voiture est prête à vous ramener en ville dès que vous serez prête à partir. Merci. Je voudrais partir maintenant, s'il vous plaît. Il m'a escorté à travers des passages moins fréquentés en évitant la foule principale. Lorsque nous avons atteint l'entrée latérale, il m'a parlé à voix basse. Nicolas a de bonnes intentions. Ses méthodes sont dures, mais ses intentions à votre égard sont protectrices, pas possessives. Il y a une différence, même si cela ne semble pas être le cas pour le moment. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette famille? 23 ans. J'ai vu Nicolas passer d'un adolescent en colère à l'homme qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais perdu son sang-froid comme il l'a fait avec Paolo pour des raisons personnelles, seulement pour des raisons professionnelles. Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille. J'ai hésité, puis j'ai demandé. Et Paolo? L'expression de Roberto n'a pas changé. Il est vivant. Il a été renvoyé avant de pouvoir commettre l'erreur de se répéter. Il ne reviendra pas à New York avant longtemps. Quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement du soulagement, mais la fin d'une question sans réponse. C'était le cas, mais je n'étais pas sûr de vouloir entendre ce qu'il disait. L'appartement semblait trop calme après le chaos de la réception. J'ai enfilé des vêtements confortables, préparé du thé que je n'ai pas bu et essayé de lire un livre qui ne retenait pas mon attention. À minuit, toujours agité, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Je ne pouvais pas rester en suspens, attendant que Nicolas décide quand je serais en sécurité, quand je pourrais reprendre ma vie. Les Russes surveillaient peut-être mon immeuble, mais New York était une grande ville. Je pouvais disparaître si je m'y prenais intelligemment. Trouver un nouvel appartement sous un autre nom. Trouver un travail au noir qui ne nécessitait pas de papiers officiels. Recommencer ailleurs, hors de portée de la protection de Nicolas Santoro. Nicolas n'avait pas tort au sujet des Russes. Il me chercherait. Peut-être était-il déjà à ma recherche, mais être enfermé sous le regard armé de mes voisins me semblait être une autre forme de mort. Une mort lente, où mon nom était changé contre ma sécurité. Si le danger approchait, je voulais de l'air dans mes poumons et des choix entre les mains. Même si ces choix étaient compliqués, même s'ils étaient mauvais. Je préparais un petit sac avec l'essentiel, m'habillais de vêtements sombres et m'approchais de la porte d'entrée à 1 heure du matin. Comme prévu, le gardien du couloir était là, assis sur une chaise près de l'ascenseur. Mademoiselle Grant, tout va bien? J'ai besoin d'air. Je vais juste faire le tour du quartier. Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire, ce sont les ordres du patron. J'ai essayé l'escalier à la place. J'ai descendu 3 étages avant qu'un autre gardien n'apparaisse en bas. Il m'a suggéré poliment mais fermement de retourner à l'appartement. 3e tentative, j'ai essayé de sortir simplement par l'entrée principale du hall. 2 hommes dans la rue se sont immédiatement redressés et se sont mis à marcher derrière moi. Furieuse et désespérée, j'ai continué à marcher, me dirigeant vers l'entrée du métro la plus proche. Si je pouvais descendre sous terre, les semer dans les tunnels et les trains, j'aurais peut-être une chance. Je ne suis jamais arrivé à la station. Un SUV noir familier s'est arrêté à côté de moi. La vitre s'est baissée pour révéler Nicolas sur le siège arrière, l'air furieux. Monte dans la voiture, Olivia. Non, monte dans la voiture où je demanderai à mes hommes de te porter. C'est toi qui choisis. Mais dans tous les cas, nous aurons cette conversation. Les gardes s'étaient rapprochés. Ils n'étaient pas menaçants, mais présents.
Les gens dans la rue commençaient à remarquer la situation. Je suis monté dans le SUV, claquant la porte avec plus de force que nécessaire. Nicolas a demandé au chauffeur de faire le tour du pâté de maison, puis s'est tourné vers moi, la colère à peine contenue sous son apparence maîtrisée. Qu'est-ce que tu croyais faire? Partir? Le mot m'échappa. 3 jours de frustration contenue finiraient par éclater. J'essayais de quitter cette prison dorée dans laquelle tu m'as enfermé sans me demander mon avis. Je t'ai enfermé? Nicolas se pencha en avant, la voix dangereusement basse. J'ai posté des gardes devant ton immeuble pour te protéger. Je t'ai donné un endroit sûr où rester jusqu'à ce que la menace immédiate passe. En quoi cela revient-il à t'emprisonner? Tu as pris toutes les décisions sans me consulter. Tu ne m'as pas demandé si je voulais être protégé. Tu ne m'as pas demandé si je voulais assister aux funérailles. Tu ne m'as pas demandé si j'étais à l'aise dans l'appartement d'un inconnu, avec des hommes armés contrôlant chacun de mes mouvements. Tu as simplement décidé, et je suis censé t'en être reconnaissant. Le SUV a tourné au coin de la rue, les lumières de la ville défilant derrière les vitres teintées. Nicolas a serré la mâchoire. Ce tic musculaire signifiait, comme je l'avais appris, qu'il contrôlait sa colère. Tu as raison, dit-il finalement, cette admission lui coûtant clairement. J'aurais dû t'expliquer la situation plus clairement avant de prendre des dispositions. Expliquer quelle situation? Que certains Russes pourraient s'intéresser à moi? Ce n'est pas une raison suffisante pour contrôler toute ma vie. Ce n'est pas seulement de l'intérêt, Olivia. Il sortit son téléphone, fit défiler les écrans avant de le tourner vers moi. Ce sont les images de vidéosurveillance d'hier. Le même groupe de Russes qui surveillait ton immeuble a suivi l'un des anciens associés de mon père jusqu'à un restaurant dans le Queens. Ils l'ont attrapé dans la rue, l'ont emmené quelque part pendant 3 heures, puis l'ont rejeté devant chez lui avec les 2 mains cassées et un message gravé dans le dos. L'image à l'écran montrait un homme d'âge moyen qu'on aidait à monter dans une ambulance, la chemise déchirée et ensanglantée. Que disait le message? Ma voix était plus faible que prévu. Parle ou saigne. Ils s'en prennent systématiquement à tous ceux qui étaient en contact régulier avec mon père au cours de ces derniers mois. Comptables, avocats, chauffeurs, personnel de maison, à la recherche d'informations sur les comptes offshore, les biens immobiliers, les relations politiques, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour saper ma position ou voler ce que mon père a construit. Un frisson m'a parcouru la poitrine. Je ne sais rien de tout cela. Je le sais. Tu le sais. Mais Dimitri Volkov se fiche de la vérité. Ce qui l'intéresse, ce sont les points de pression. Tu as passé 6 mois seul avec mon père. Dans son esprit, cela représente 6 mois de conversations potentielles, d'appels téléphoniques entendus par hasard, de documents que tu as pu voir en nettoyant sa chambre. Que tu saches quelque chose ou non, tu es une cible de valeur. Le SUV fit à nouveau le tour du pâté de maison. J'appuyais mes paumes contre mes cuisses pour les empêcher de trembler. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Me cacher dans cet appartement pour toujours? Attendre que tu décides que je peux reprendre ma vie en toute sécurité? Non, ce n'est viable ni pour toi ni pour moi. Nicolas a rangé son téléphone dans sa poche, son expression passant de la colère à quelque chose de plus calculateur. J'ai une proposition à te faire, un moyen de légitimer ta position et de te fournir une véritable protection. Je t'écoute. Travaille officiellement pour moi en tant que consultante médicale pour l'organisation. Je l'ai regardé fixement. Tu veux que je travaille pour la mafia? Je veux que tu fournisses des services médicaux que nous assurons actuellement par des canaux moins fiables. Des soins d'urgence pour les blessures qui ne peuvent pas être traitées à l'hôpital. Des évaluations de santé de partenaires commerciaux potentiels. La vérification de l'authenticité des livraisons de produits pharmaceutiques. Rien qui ne viole directement ton éthique professionnelle. Rien de direct, ai-je répété, juste à la limite de l'illégalité. Oui, il n'a pas bronché face à cette accusation, mais cela te donnerait une raison légitime d'être lié à la famille. Tu serais sur la liste des salariés, avec des documents, un rôle professionnel clair. Tu ne serais pas une cible, tu ne serais pas un élément indésirable, mais un employé sous protection officielle. Et le salaire, 60 000 $ sur 6 mois, suffisant pour rembourser les dettes médicales de ta grand-mère et te laisser de l'argent pour recommencer ta vie comme tu l'entends. Ce chiffre m'a frappé comme un coup physique. 60 000 $. La fin des appels des agents de recouvrement, du crédit endommagé, du poids qui m'écrasait depuis 2 ans.
Mais à quel prix? De quel type de blessure s'agit-il? Ai-je demandé avec prudence. Des blessures par balle, parfois des blessures par arme blanche. Également des fractures dues à des accidents, des complications liées à des maladies chroniques chez des hommes qui ne peuvent pas se risquer à être enregistrés dans des hôpitaux, la gestion des médicaments pour des personnes ayant des ordonnances légitimes qu'elles ne peuvent pas faire remplir à leur nom. Vous me demandez de devenir un médecin clandestin pour des criminels. Je vous demande de fournir des soins de santé à des personnes qui en ont besoin, dans des conditions qui les protègent et vous protègent. L'alternative est de retourner à votre appartement, d'espérer que les Russes se désintéressent de vous et de prier pour que Dimitri ne décide pas que vous valez le risque de vous enlever dans la rue. La voiture a tourné dans une rue plus calme et s'est garée le long d'un pâté de maisons sombres. Nicolas a fait un signe discret au chauffeur et celui-ci est sorti, nous laissant seuls. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Vous avez 24 heures. Après cela, je dois savoir si vous êtes avec nous ou si je dois prendre d'autres dispositions pour votre sécurité. Quelles autres dispositions? Une réinstallation, une nouvelle identité, une disparition dans le cadre d'un programme de protection des témoins, dans un endroit où les Russes ne pourront pas vous trouver. C'est plus radical, plus permanent. Mais c'est une option si vous ne pouvez pas accepter de travailler pour la famille. Mon estomac s'est noué. Disparaître complètement. Tout laisser derrière moi, même la petite vie que j'avais réussi à me construire, ou accepter l'offre de Nicolas et entrer pleinement dans un monde que j'avais désespérément essayé d'éviter. Je peux retourner à l'appartement maintenant? Oui. Mais Olivia, il a attendu que je croise son regard. N'essayez pas de vous enfuir à nouveau. Si vous devez partir, dites-le-moi. Je veillerai à ce que tu puisses partir en toute sécurité. Mais disparaître au milieu de la nuit, alors que des gens te recherchent activement, c'est du suicide, pas une fuite. J'acquiesçais d'un signe de tête, la gorge trop serrée pour parler, et tendit la main vers la poignée de la porte. La main de Nicolas attrapa doucement mon poignet, m'arrêtant. Pour ce que ça vaut, je ne veux pas te contrôler. Je veux te protéger. Il y a une différence, même si ça ne semble pas être le cas pour l'instant, n'est-ce que pas? Parce que de mon point de vue, les deux options aboutissent à ce que tu prennes des décisions concernant ma vie. L'une te maintient en vie. L'autre respecte ton autonomie. J'essaie de trouver un équilibre entre les deux, mais je ne m'excuserai pas de donner la priorité à la survie. Il lâcha mon poignet et je sortis dans l'air frais de la nuit. Le chauffeur réapparut et ouvrit la porte du hall avec une courtoisie professionnelle. Je pris l'ascenseur en silence, entrai dans le bel appartement et m'effondrai sur le canapé. J'avais 24 heures pour décider si je voulais travailler pour une organisation criminelle ou disparaître dans l'anonymat du programme de protection des témoins. Aucune de ces options ne ressemblait à la vie tranquille et normale que j'essayais de reconstruire après la mort de ma grand-mère. Je sortis l'ordinateur portable qu'il m'avait fourni et ouvris un navigateur avec des doigts tremblants. Si je devais prendre cette décision, j'avais besoin d'informations. De vraies informations, pas seulement celles que Nicolas avait choisi de me donner. La recherche sur Giovanni Santoro donna des dizaines de résultats. Des articles de presse sur des dons caritatifs à des écoles catholiques du Bronx. Des mentions dans les pages mondaines des collectes de fonds auxquelles il avait participé. Une nécrologie énumérant ses entreprises commerciales en termes vagues et respectables. Mais des recherches plus approfondies révélèrent d'autres choses. Une enquête fédérale datant d'il y a 15 ans qui n'avait abouti à rien faute de preuves. Des rumeurs de liens avec des compagnies maritimes aux pratiques douteuses. Une série d'entreprises qui prospéraient sous sa direction et dépérissaient lorsque des concurrents tentaient de s'implanter sur le même territoire. J'ai ensuite recherché Nicolas. Moins de résultats, plus soigneusement contrôlés. Diplômé d'une école de commerce, membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés d'import-export. Une seule photo prise lors d'un gala de charité le montrant en smoking, souriant, debout à côté d'un couple plus âgé identifié comme étant des donateurs importants. Puis j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un petit article datant d'il y a 3 ans sur l'ouverture d'une clinique dans un quartier pauvre du Bronx. Des soins de santé gratuits pour les résidents non assurés. Financé par un donateur anonyme, mais la section des commentaires comprenait des remerciements adressés à M. E. Santoro et à la famille qui n'oublie jamais d'où elle vient. J'ai cliqué sur le site web basique de la clinique, les services proposés, les soins primaires, les soins dentaires, l'aide à l'obtention de médicaments, le soutien psychologique.
tous gratuits ou à prix variable en fonction des revenus. Les photos montraient un établissement propre et bien équipé, doté d'un personnel médical professionnel. Une autre recherche a révélé des schémas similaires. Des bourses d'études pour les enfants du quartier où Giovanni a grandi. Un centre communautaire proposant des formations professionnelles et des cours d'anglais langue seconde. Un fonds pour les veuves et les familles et des hommes décédés dans des accidents du travail. Un euphémisme qui couvrait probablement des activités criminelles qui avaient mal tourné. Cette contradiction m'a troublé. Comment le même homme qui dirigeait des opérations illégales pouvait-il également financer une aide légitime aux communautés en difficulté? Comment Nicolas, qui parlait avec désinvolture de casser des mains et de menacer ses rivaux, pouvait-il également poursuivre les œuvres caritatives de son père? J'ai passé 3 heures à faire des recherches, à lire, à essayer de comprendre le monde auquel on me demandait de rejoindre. Le soleil se levait lorsque j'ai finalement fermé mon ordinateur portable sans avoir pris de décision, mais au moins mieux informé. À midi, Nicolas est arrivé à l'improviste, entrant avec cette clé que je n'avais toujours pas vue. Il apportait du café dans un sac provenant d'une boulangerie que j'ai reconnue comme étant chère. On dirait que tu n'as pas dormi, a-t-il observé en posant tout sur le comptoir de la cuisine. Je faisais des recherches sur ta famille. Et qu'as-tu trouvé? Des contradictions, de la violence et de la charité, du contrôle et du soutien communautaire. Je ne comprends pas comment ces deux choses peuvent être vraies. Nicolas a versé du café dans 2 tasses et m'en a tendu une. Elles sont vraies parce que le monde n'est pas simple. Mon père a fait du mal à ceux qui menaçaient ce qu'il avait construit. Il se souvenait aussi de ce que c'était que d'être pauvre, de voir sa mère cumuler 3 emplois pour nourrir sa famille. Ces deux choses ont façonné sa façon d'agir. Et toi, vois-tu le monde de la même manière? Je vois le monde tel qu'il est, pas tel que je voudrais qu'il soit. J'ai hérité d'une organisation fondée sur la violence, la loyauté et l'intérêt mutuel. Je ne peux pas la transformer en quelque chose de respectable du jour au lendemain, même si je le voulais. Mais je peux choisir comment exercer ce pouvoir, qui je protège, quelles limites je ne franchirai pas. Je sirotais mon café, gagnant du temps pour organiser mes pensées. Si j'accepte de travailler pour vous, j'ai besoin de conditions. Je vous écoute. Je veux avoir l'autonomie de refuser certaines missions qui franchissent des limites éthiques que je ne suis pas prêt à brouiller. Je ne torturerai pas les gens pour leur soutirer des informations. Je n'aiderai pas à faire disparaître des corps. Je ne participerai à rien qui me rende complice d'un meurtre. D'accord. Cette acceptation rapide m'a surpris. Tout simplement. J'ai besoin d'un professionnel de la santé, pas d'un homme de main. Ces limites nous conviennent à tous les deux. Je veux que cela soit écrit. Un contrat qui précise mon rôle et mon droit de refuser du travail. Roberto peut rédiger quelque chose cet après-midi. Je posais ma tasse de café, scrutant le visage de Nicolas à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais son expression restait ouverte, presque respectueuse. Pourquoi est-ce si important pour vous? Demandai-je. Vous pourriez trouver un autre médecin prêt à travailler dans ces conditions. Quelqu'un qui est déjà à l'aise dans ce monde. Pourquoi insister autant pour que je reste impliqué? Nicolas resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux sombres fixaient les miens avec une intensité inconfortable. Parce que vous avez prié pour mon père dans une langue qui le reliait à son enfance. Parce que vous avez versé des larmes sincères quand il est mort. Parce que dans une pièce remplie de gens qui faisaient un semblant d'être en deuil, vous étiez le seul à ressasser réellement cette douleur. Il fit une pause. Et parce que vous avez raison, je prends trop de décisions sans consulter personne, et avoir quelqu'un qui remet cela en question, qui exige son autonomie, pourrait m'empêcher de devenir le genre de leader que je ne veux pas être. L'honnêteté dans sa voix me prit au dépourvu. Ce n'était ni de la manipulation ni une stratégie. C'était quelque chose de brut, de plus humain. Je vais le faire, m'entendis-je dire. Pendant 6 mois, puis nous renégocierons ou je partirai sans rien. D'accord. Il tendit la main par-dessus le comptoir. Je la serrai, sa poignée de main ferme et chaleureuse scellant un accord qui allait tout changer. Roberto sera là à 15 heures avec les papiers, dit Nicolas. Une fois que vous aurez signé, vous serez officiellement sous la protection de la famille. Cela signifie que vous pouvez à nouveau vous déplacer librement. Retournez dans votre appartement si vous le souhaitez, mais je vous recommande de rester ici jusqu'à ce que le contrat soit finalisé. Pourquoi?
parce qu'être officiellement employé est différent d'être officiellement protégé. Les documents administratifs rendent cela réel aux yeux des Russes. Ils ne toucheront à personne qui travaille activement pour la famille sans risquer une guerre totale. La porte de l'appartement s'ouvrit sans prévenir, laissant entrer Roberto lui-même, apparemment convoqué par un signal que je n'avais pas remarqué. Il salua poliment. Marcel Grant, je crois comprendre que vous méritez des félicitations pour votre nouveau poste. Les nouvelles vont vite. Dans cette famille, l'information est une monnaie d'échange. Nicholas, nous avons maîtrisé la situation dans le Queens. Le comptable coopère pleinement maintenant qu'il comprend notre position. Il s'exprimait avec des euphémismes prudents. Mais je comprenais ce que cela impliquait. Quelqu'un d'autre avait subi des pressions, des menaces, peut-être même des blessures, et je faisais désormais partie de l'organisation qui agissait ainsi. À quoi venais-je de consentir? 2 mois après avoir pris mes nouvelles fonctions, je ne sursautais plus lorsque des hommes arrivaient ensemble. Le cabinet médical que Nicholas avait installé occupait le 2e étage d'un immeuble du Queens, au-dessus de ce qui semblait être un entrepôt d'expédition tout à fait légitime. Des murs blancs immaculés, une table d'examen convenable, des armoires verrouillées remplies de fournitures dont je ne demandais pas la provenance. Tout ce dont j'avais besoin pour faire mon travail. Rien de superflu qui puisse attirer l'attention. Mon premier patient était un soldat nommé Anthony, blessé par un couteau aux côtes. La blessure était superficielle mais infectée. Il s'était assis sur la table et avait fait des blagues pendant que je nettoyais et suturais. Il agissait comme si se faire poignarder était aussi banal qu'une coupure au doigt. Le deuxième était un homme d'une 50aine d'années, souffrant d'un diabète mal contrôlé, qui ne pouvait pas risquer de voir son nom apparaître dans les systèmes hospitaliers. J'avais passé 3 heures à lui apprendre à s'administrer correctement son insuline et à ajuster son traitement médicamenteux. Le travail était étrange, éthiquement compliqué, mais pas aussi sombre que je le craignais. La plupart des cas que je traitais étaient les conséquences d'un travail dangereux plutôt que d'actes de violence. Des doigts cassés lors d'accidents dans des entrepôts, des douleurs chroniques, des hommes âgés dont le corps avait enduré des décennies de travail physique, des infections qui nécessitaient des antibiotiques, mais pas les urgences. Nicolas se présentait plus souvent que nécessaire. Il arrivait pendant les rendez-vous, prétextant qu'il devait vérifier les protocoles de sécurité ou contrôler les stocks dans l'entrepôt en dessous. Mais il s'attardait, m'observant travailler avec une intensité qui n'avait rien à voir avec une supervision professionnelle. La semaine dernière, j'avais suturé une profonde lacération sur l'avant-bras d'un jeune soldat, tandis que Nicolas tenait fermement une lampe de poche, compensant la lampe d'examen qui avait grillé ce matin-là. Nos mains s'étaient effleurées 2 fois pendant que je travaillais, de petits contacts accidentels qui m'avaient donné des frissons dans le bras. Il y a 3 nuits, une urgence m'avait obligé à travailler jusqu'à l'aube, lorsque j'avais enfin terminé. Épuisé et sous l'effet de l'adrénaline, j'avais trouvé Nicolas dans la petite salle de pause en train de préparer un espresso à 3 heures du matin. Nous nous étions assis ensemble pour boire un café pendant qu'il me racontait une affaire qui avait mal tourné à Boston, et je lui avais raconté la fois où ma grand-mère avait accidentellement mis le feu à sa cuisine en essayant de faire frire des épiles. Les frontières entre le professionnel et le personnel étaient floues depuis des semaines. J'avais cessé d'essayer de les renforcer. Le rendez-vous d'aujourd'hui était différent. Roberto avait appelé à l'avance d'un ton prudent pour m'expliquer que Nicolas avait besoin de moi pour évaluer un associé avant de finaliser un accord important. L'homme s'appelait Vincent Mancini. Il avait 72 ans, et l'accord portait sur des droits territoriaux d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Monsieur Santoro souhaite votre avis médical, m'avait dit Roberto. Rien d'invasif, juste votre avis professionnel sur la question de savoir si Monsieur Mancini est en assez bonne santé pour honorer des engagements à long terme. Vincent Mancini est arrivé à 14 heures, accompagné de sa femme et de 2 gardes du corps. Il était grand malgré son âge, avec des cheveux blancs épais et une posture qui suggérait un passé militaire. Sa femme, Marie, avait 20 ans de moins, était blonde et soignée, avec des bijoux qui scintillaient à chaque mouvement. Mademoiselle Grant, Vincent m'a accueilli chaleureusement, me serrant la main avec fermeté. Nicolas m'a vanté votre discrétion. Je vous remercie de prendre le temps de faire cet examen. Bien sûr, Monsieur Mancini, si vous voulez bien me suivre, nous pouvons commencer. L'examen aurait dû être de routine.
Tension artérielle, fréquence cardiaque, examen neurologique de base, examen des médicaments actuels, mais quelque chose m'a semblé anormal dès les 10 premières minutes. Les mains de Vincent tremblaient légèrement lorsqu'il les tendait. Ce n'était pas le tremblement lié à l'âge, mais quelque chose de plus inquiétant. Sa peau avait une teinte grisâtre sous son bronzage. Lorsque j'ai examiné ses yeux, une légère décoloration autour du blanc suggérait un stress hépatique. Monsieur Mancini, avez-vous eu des problèmes digestifs récemment? Des nausées? Des douleurs à l'estomac? Des changements d'appétit? Il a admis avoir quelques problèmes d'estomac. Mon médecin a dit que c'était probablement le stress. Le travail est très exigeant. Une perte de cheveux? Une fatigue inhabituelle? Maintenant que vous le dites, oui. Mais j'ai 72 ans. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai poursuivi l'examen, mon inquiétude grandissant à chaque découverte. Une faiblesse musculaire dans les jambes. Une légère confusion lorsque je lui ai demandé de répéter une série de chiffres. Une légère odeur métallique dans son haleine que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais ma formation m'a immédiatement alerté. J'aimerais faire quelques analyses sanguines, ai-je dit avec précaution, juste pour écarter certaines possibilités. Marie a pris la parole depuis sa chaise près de la porte. Est-ce que vraiment nécessaire? Vincent voit son médecin traitant tous les 3 mois. J'en suis sûr, mais M. Santoro m'a demandé mon avis, et je préfère être minutieuse. Vincent a fait un geste de la main pour signifier son désintérêt. Faites tous les tests nécessaires, mademoiselle Grant. Je veux que cet accord avec Nicolas se passe bien, et si un bilan de santé satisfaisant peut y contribuer, je suis ravi de coopérer. J'ai prélevé du sang, étiqueté les flacons avec une précision minutieuse, puis terminé le reste de l'examen. Lorsque j'ai eu fini, j'ai trouvé Nicolas qui attendait dans le couloir, adossé au mur, son téléphone à la main. Bon, a-t-il demandé? Je dois faire des analyses. J'aurai les résultats préliminaires d'ici ce soir. Son regard s'est aiguisé. Ce n'est pas une réponse habituelle. C'est la réponse honnête. Donnez-moi 6 heures. Les analyses sanguines ont confirmé mes soupçons. Les niveaux d'arsenic étaient 3 fois supérieurs à la normale, ce qui correspondait à un empoisonnement chronique à faible dose sur plusieurs mois. Le schéma suggérait une exposition régulière et non une seule dose importante. Quelqu'un était en train de tuer lentement Vincent Mancini. Je me suis assise dans mon petit bureau, les yeux rivés sur les résultats, l'estomac noué. Si j'en parlais à Nicolas, il mènerait l'enquête. Si l'empoisonneur était découvert, il disparaîtrait probablement de la même manière que Paolo après m'avoir menacé lors des funérailles. De manière violente et définitive. Mais si je ne disais rien, Vincent mourrait d'une mort lente et douloureuse, tandis que tout le monde attribuerait son décès à des causes naturelles. Le choix éthique était clair. Le poids émotionnel de ce choix était écrasant. À 20 heures ce soir-là, Nicolas revint. Je lui remis les résultats imprimés sans préambule. Il est empoisonné. De l'arsenic lui est administré régulièrement, en dose suffisamment faible pour éviter une détection immédiate, mais suffisamment importante pour causer des lésions organiques progressives. À ce rythme, il mourra dans quelques mois de ce qui semblera être une mort naturelle. Nicolas a lu les résultats 2 fois, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Vous êtes certain que les analyses sanguines ne mentent pas? Quelqu'un qui a régulièrement accès à sa nourriture ou à ses boissons l'empoisonne. Qui est au courant de ces résultats? Juste vous et moi. Le laboratoire auquel j'ai fait appel est l'un des vôtres. Il ne pose pas de questions et ne conserve pas de traces. Il sortit son téléphone et se mit à taper rapidement. J'envoie Roberto chercher les médicaments, les vitamines et tout ce que Vincent prend régulièrement. Nous allons tout tester. Nicolas, j'attendis qu'il me regarde. Qu'arrivera-t-il à la personne qui fait cela lorsque vous la trouverez? Elle cessera d'être un problème. Ce n'est pas une réponse. Il serra les mâchoires. Ils ont tenté d'assassiner un homme sous ma protection pendant des négociations qui touchent aux intérêts de ma famille. Que pensez-vous qu'il leur arrivera? Je connaissais la réponse avant même de poser la question, mais l'entendre confirmer me donna un vide dans la poitrine. Je veux que vous compreniez quelque chose, dis-je doucement. Je vous ai dit cela parce que Vincent ne mérite pas de mourir empoisonné, mais je ne vous l'ai pas dit pour que vous ajoutiez un autre cadavre à votre liste. Je vous l'ai dit pour que vous puissiez lui sauver la vie. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Il rangea son téléphone dans sa poche, mais les conséquences d'une tentative de meurtre ne sont pas négociables.
4 jours plus tard, Roberto m'informa que la source avait été identifiée. Marie Mancini ajoutait de petites quantités d'arsenic dans le café du matin de son mari depuis 6 mois, dans l'espoir d'hériter de son importante fortune et de ses intérêts commerciaux avant qu'il ne puisse conclure l'accord avec Nicolas. Que lui est-il arrivé? Ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Elle n'est plus un problème, a répondu Roberto avec diplomatie. Vincent Mancini s'est rapidement rétabli une fois l'empoisonnement arrêté. Nicolas a poursuivi l'accord territorial et Vincent n'a apparemment jamais su à quel point il avait frôlé la mort ni qui en était responsable. Il remercia chaleureusement Nicolas de lui avoir recommandé un examen médical aussi complet, lui attribuant le mérite d'avoir détecté sa mystérieuse maladie à un stade précoce. 2 semaines plus tard, j'étais en train de vérifier des commandes de fourniture dans mon bureau lorsque mon téléphone sonna. C'était le service de facturation de l'hôpital qui m'appelait au sujet du compte impayé de ma grand-mère. Mademoiselle Grant, je vous appelle pour confirmer que votre solde a été intégralement réglé. Nous voulions nous assurer que nos dossiers étaient corrects avant de clôturer le compte. Ma main se crispa sur le téléphone. Payé en totalité. Il devait y avoir une erreur. J'avais effectué des paiements mensuels, mais le solde était toujours supérieur à 40 000 $. Nos dossiers indiquent qu'un paiement de 42 316 $ a été reçu il y a 6 jours. Le compte est désormais à zéro et marqué comme clôturé. J'ai mis fin à l'appel, fixant mon téléphone comme s'il pouvait m'apporter des explications. 42 000 $, soit le montant exact que je devais au dollar près. Nicolas avait payé ma dette, après que je lui avais clairement dit lors de notre première vraie conversation que c'était mon fardeau à porter, ma responsabilité à assumer. Il l'avait éliminé sans me demander la permission. Je l'ai trouvé dans l'entrepôt en bas, en train d'examiner les manifestes d'expédition avec 3 de ses hommes. Il a levé les yeux quand je suis entré, lisant immédiatement mon expression. « Messieurs, laissez-nous la place. » Ils sont sortis sans poser de questions. L'entrepôt semblait caverneux dans le silence soudain. Les hauts plafonds et les sols en béton amplifiaient le moindre petit bruit. « Vous avez payé les frais médicaux de ma grand-mère, » ai-je dit. « Oui, sans me demander mon avis, sans m'en informer. »« Oui. » Il posa le bloc-notes qu'il tenait à la main. « Vous avez prouvé votre valeur à l'organisation. Vous avez fait un choix éthique difficile qui a sauvé la vie d'un allié. J'ai récompensé cette loyauté en vous retirant la seule chose que je m'efforçais d'accomplir par moi-même, en éliminant un obstacle afin que vous puissiez vous concentrer sur la construction d'un avenir plutôt que de payer pour le passé. La logique était solide, le geste était généreux. Alors pourquoi me sentais-je à la fois reconnaissant et en colère? Je ne vous comprends pas, ai-je admis, la fatigue s'insinuant dans ma voix. Vous évoluez dans un monde de violence et de contrôle. Mais ensuite, vous faites des choses comme ça. Vous financez des cliniques pour les quartiers pauvres tout en menant des opérations criminelles. Vous menacez de briser ceux qui vous contrarient. Puis vous protégez une femme que vous connaissez à peine. Quelle version est la vraie? Nicolas s'est approché, s'arrêtant juste à portée de main. Tout est vrai. Je ne suis pas une seule chose, Olivia. Je suis le fils qui a vu son père bâtir un empire sur la loyauté et la peur. Je suis le dirigeant qui a hérité de cet empire et de toutes ses contradictions. Je suis l'homme qui a passé toute sa vie adulte à faire des choix impossibles entre ceux qui méritent d'être protégés et ceux qui méritent d'être punis. C'est une réponse de politicien. Je veux la vérité. Ses yeux sombres ont croisé les miens. Quelque chose de vulnérable vacillait sous son contrôle habituel. La vérité, c'est que je suis fatigué d'être seul au sommet. Chaque décision que je prends affecte des centaines de personnes. Chaque faiblesse que je montre devient un levier pour mes rivaux. Chaque relation personnelle devient une cible. J'ai appris à ne faire confiance à personne complètement et à garder tout le monde à distance. Et toi, tu es différente. Tu remets en question mes décisions. Tu fixes des limites. Tu pleures aux funérailles. Tu pries pour les mourants et tu refuses de te laisser intimider, même quand tu devrais probablement l'être. Il fit une pause, baissant la voix. Tu me rappelles que je suis un être humain, pas seulement un poste de pourvoir. Cette confession a fait tomber les faux semblants, laissant entre nous quelque chose de brut et d'honnête. J'avais passé 2 mois à essayer de maintenir une distance professionnelle, me rappelant que Nicolas Santoro était dangereux, que son monde n'était pas le mien, que l'attirance signifiait des complications que je ne pouvais pas me permettre. Mais debout dans l'entrepôt vide,
avec la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les hautes fenêtres, je ne pouvais nier ce que je ressentais. La façon dont mon pouce s'accélérait lorsqu'il entrait dans une pièce. La chaleur qui envahissait ma poitrine lorsqu'il se souvenait de détails que j'avais mentionnés des semaines auparavant. Le sentiment de sécurité que je ressentais malgré la logique qui me criait qu'un parrain de la mafia ne devrait inspirer aucun sentiment de sécurité à qui que ce soit. Vous avez payé mes dettes pour supprimer ma principale motivation à rester, ai-je dit lentement en analysant les implications. Soit vous êtes convaincu que je resterai de toute façon, soit vous me donnez la liberté de partir sans pression financière. Les deux. Je veux que tu restes parce que tu le choisis, pas parce que tu es piégé par les circonstances. C'est un risque. Et si je prends l'argent et que je m'en vais, alors je saurai que je t'ai mal jugé et je te laisserai partir. L'honnêteté de sa réponse m'a aidé à prendre une décision. J'ai réduit la distance entre nous, levant les yeux vers son visage, voyant au-delà de son apparence contrôler la solitude qu'il venait d'admettre, le poids du leadership qu'il portait seul. Je ne pars pas, et je dis, pas encore, peut-être pas avant un certain temps. Un soulagement a traversé son visage, rapidement masqué mais indéniable. Sa main s'est levée, flottant près de mon visage, avant qu'il ne semble y réfléchir à deux fois et la redescendre. Tu dois savoir que rester près de moi rend les choses plus dangereuses, pas moins. Tes ennemis te considèrent comme un moyen de pression. Les alliés te considèrent comme une faiblesse à exploiter. La protection que je t'offre te transforme en cible. Je le sais, je fais ce choix malgré tout. Pourquoi? Parce que tu me vois comme plus qu'une dette à rembourser ou un problème à résoudre. Parce que tu m'as fait confiance pour prendre des décisions difficiles et que tu as respecté les limites que j'ai fixées. Parce qu'au cours des 2 derniers mois, tu as cessé d'être l'homme dangereux qui contrôlait ma vie et tu es devenu quelqu'un que j'ai envie de connaître. Je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, j'ai répondu avec la même honnêteté, car vous êtes la première personne depuis des années qui me donne le sentiment d'avoir de l'importance au-delà de ce que je peux offrir. Pas en tant qu'infirmière à louer, ni en tant que petite fille accomplissant son devoir, mais en tant que personne dont les choix et les opinions ont réellement du poids. Nicolas a étudié mon visage et, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il a souri. Pas le sourire contrôlé qu'il arborait lors des négociations commerciales, mais un sourire sincère et spontané qui transformait tout son visage. Nous sommes tous les deux nuls dans ce domaine, a-t-il dit. Dans quel domaine? Dans celui de laisser les gens entrer dans notre vie, de faire confiance, de construire quelque chose qui ne soit pas transactionnel. Et puis, je suppose que nous trouverons la solution ensemble. Sa main a trouvé la mienne. Ses doigts se sont entrelacés dans un geste qui semblait plus intime qu'il n'aurait dû l'être. L'entrepôt autour de nous, l'empire criminel, les compromis éthiques, tout cela s'est estompé pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère. J'avais l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement survivre. L'appel est arrivé à 23 heures, alors que je faisais l'inventaire dans le bureau de la reine. Nicolas était au bout du fil, la voix sèche et pressante. Combien de temps te faut-il pour arriver à l'entrepôt? Nous avons un blessé. Hémorragie fémorale. On ne peut pas prendre le risque de l'emmener à l'hôpital. Mon estomac s'est noué. Une artère fémorale, cela signifiait des minutes, pas des heures. Je suis déjà là. Amenez-le. 3 minutes. J'ai entendu des pneus crisser dehors avant que le minuteur de mon téléphone n'atteigne 2 minutes. Une portière de voiture qui claque, des instructions criées, puis le bruit des bottes dans les escaliers. Ils l'ont porté à deux. Un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs collés par la sueur. Ses jambes étaient trempées de sang à partir de mi-cuisse. Sur la table, ai-je ordonné, enfilant déjà des gants et attrapant le matériel. Que quelqu'un me dise ce qui s'est passé. Une embuscade à Brooklyn, a répondu Roberto en aidant à installer le blessé sur ma table d'examen. Les Russes l'ont enlevé dans la rue il y a 6 heures. Nous l'avons récupéré, mais il a pris une balle pendant l'extraction. 6 heures. Trop long pour ce type de blessure. La peau de l'homme était grise, sa respiration superficielle. Je coupais son pantalon pour exposer la blessure, l'entrée de balle située haut sur l'intérieur de la cuisse, un emplacement qui me serra le cœur d'angoisse. Si la balle avait touché l'artère fémorale, il se serait déjà vidé de son sang. Mais si elle était juste à côté, il fallait appuyer dessus. Il s'appelle Anthony, dit Nicolas derrière moi. Il a 28 ans.
Il a une femme et une fille. Je n'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi Nicolas me donnait cette information. Mes mains ont agi de manière automatique, évaluant, calculant. La balle était toujours à l'intérieur. Je pouvais sentir la masse dure lorsque je palpais avec précaution. La retirer ici sans imagerie ni équipement chirurgical approprié était insensé. La laisser en place équivalait à une condamnation à mort. J'ai besoin d'une meilleure lumière. Que quelqu'un tienne une lampe torche bien stable. Ne bougez pas, quoi que vous voyez. Nicolas s'est immédiatement avancé, prenant la lampe torche industrielle que Roberto lui tendait. Nos regards se sont brièvement croisés, le sien sombre d'inquiétude, le mien concentré et clinique. Ça va être difficile, ai-je prévenu Anthony, bien qu'il fût à peine conscient. Je n'ai pas d'anesthésiante appropriée, juste un anesthésiant local et quelque chose pour la douleur qui ne vous assommera pas complètement. Faites-le, a réussi à dire Anthony, la voix faible. J'ai administré ce que j'avais, j'ai attendu 30 secondes que je ne pouvais pas me permettre, puis j'ai pratiqué mon incision. Le sang a immédiatement jailli. J'avais vu juste. La balle était logée contre l'artère, à 1 millimètre de la catastrophe. Un faux mouvement et il se serait vidé de son sang sur ma table. Ma main est restée ferme, même si mon cœur battait à toute rompre. J'avais déjà pratiqué des interventions chirurgicales et d'urgence pendant mes stages cliniques, mais jamais comme celle-ci. Jamais sous le regard de soldats mafieux. Jamais avec la vie d'un homme littéralement entre mes mains. Olivia. La voix de Nicolas a rompu ma concentration. Dis-moi ce dont tu as besoin. Silence. Et garde cette lampe exactement où elle est. Il n'a plus parlé. Aucun d'entre eux n'a parlé. Les seuls sons étaient la respiration laborieuse d'Anony, le cliquetis des instruments et mes propres expirations contrôlées pendant que je travaillais. 40 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour extraire la balle, réparer les tissus endommagés et refermer la plaie avec des sutures qui tiendraient jusqu'à une intervention chirurgicale de suivi approprié. Quand je me suis enfin reculé, ma blouse était trempée de sang et mes mains tremblaient sous l'effet de l'adrénaline retardée. Anony avait meilleure couleur. Sa respiration s'était stabilisée. Il allait survivre. Emmenez-le dans un endroit où il pourra se reposer, ai-je ordonné. Il a besoin d'antibiotiques par intraveineuse toutes les 6 heures, ce qui signifie qu'il doit rester là où je peux le surveiller. Ne le déplacez pas pendant au moins 3 jours. Nous allons aménager une chambre dans l'entrepôt, a dit Roberto, déjà en train de sortir son téléphone. Tout ce dont vous avez besoin, Mademoiselle Grant. Les soldats qui observaient depuis l'embrasure de la porte me regardaient différemment maintenant. Non plus comme la consultante médicale du patron ou son éventuel petit ami, mais comme quelqu'un qui venait de sauver la vie de leur ami dans des conditions impossibles. Un respect gagné grâce à ma compétence plutôt qu'à ma proximité avec le pouvoir. Nicolas avait attendu que tout le monde soit parti, qu'il ne reste plus que nous dans la salle d'opération avant de parler. C'était extraordinaire. C'était une improvisation désespérée. J'ai retiré mes gants, mes mains commençant enfin à trembler maintenant que la crise était passée. Il devrait être dans un vrai hôpital avec de vrais chirurgiens. Mais ce n'est pas le cas. Il est en vie grâce à vous. Je me suis retourné et j'ai vu Nicolas me regarder avec une intensité qui n'avait rien à voir avec l'urgence médicale. Quelque chose avait changé dans son regard, même si je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Je dois me nettoyer, ai-je dit, soudain consciente de mon apparence, couverte du sang d'Anony, épuisée et surexcitée. Olivia, ai-je interrompu, merci pour ce que tu as fait ce soir, pour chaque choix qui t'a amené à ce moment où tu as pu sauver l'un de mes hommes. La gratitude dans sa voix était brute, sans phare. J'acquiesçais, ne me faisant pas confiance pour parler, et me dirigeais vers la petite salle de bain pour effacer les traces de mon implication profonde dans ce monde. 3 jours plus tard, la photo arriva. Roberto me l'apporta pendant que j'examinais la blessure d'Anony, qui guérissait remarquablement bien. Il s'agissait simplement d'une enveloppe en papier craft avec mon nom écrit en lettres majuscules, déposée à l'entrée de l'entrepôt pendant la nuit. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Moi entrant dans le bâtiment de la reine, ma trousse médicale sur l'épaule, l'horodatage indiquant qu'elle avait été prise aux 72 heures auparavant. Au dos, écrit dans les mêmes lettres majuscules, « Nous savons où elle travaille ». Mon sang s'est glacé. Nicolas était dans l'entrepôt moins de 20 minutes après l'appel de Roberto. Il a regardé la photo une fois, sa mâchoire se crispant en une ligne dure, puis a passé 3 coupes de fil en italien rapide.
Quand il a eu fini, son attention s'est tournée vers moi. Emporte tout ce dont tu as besoin ici. Tu ne reviendras pas à cet endroit. Où vais-je aller? Dans le Connecticut, dans le manoir où vivait mon père. Il est défendable, contrairement à cet endroit. La peur m'a parcouru l'échine, mais je l'ai refoulé. Comment ont-ils trouvé ce bureau? Ils nous surveillent depuis des semaines, cartographiant nos opérations. Nous savions qu'ils nous surveillaient, mais pas d'aussi près. Sa voix trahissait une fureur contenue. C'est la façon dont Dimitri envoie un message. Il peut vous atteindre quand il le souhaite, mais il ne l'a pas fait. Il s'est contenté d'envoyer une photo cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera peut-être une balle ou un enlèvement. Je ne vais pas attendre pour le savoir. Pour une fois, je ne discutais pas. La photo rendait le danger réel, contrairement aux menaces verbales. Quelqu'un avait été assez près pour me prendre en photo, assez près pour me faire du mal, et je n'avais même pas remarqué sa présence. Le manoir du Connecticut m'a paru différent à mon retour. Ce n'était plus l'élégante demeure où j'avais pris soin de Giovanni, mais une forteresse. De nouvelles mesures de sécurité avaient été mises en place partout. Des caméras couvraient tous les accès. Des gardes se relayaient par équipe. Les portes étaient renforcées. Des boutons d'alarme avaient été installés dans chaque pièce. Nicolas m'a installé dans une suite d'invités au deuxième étage, à 3 portes de ce que je comprenais maintenant être sa propre chambre. Cette proximité semblait délibérée, protectrice plutôt que présomptueuse. Vous resterez ici jusqu'à ce que nous neutralisions la menace russe, m'a-t-il expliqué en me montrant où étaient rangées les provisions et comment fonctionnait le système de sécurité. Mes hommes seront présents à tout moment. Si quelque chose vous semble anormal, appuyez sur le bouton d'alarme et ils interviendront en quelques secondes. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être un mois. Dimitri ne reculera pas facilement, mais il finira par commettre une erreur. Ils le font toujours. Les jours se sont écoulés dans un étrange rythme domestique. Nicolas était plus présent que je ne l'avais prévu, travaillant depuis le bureau du manoir plutôt que depuis ses lieux habituels. Nous nous croisions dans la cuisine à des heures inhabituelles, tous deux incapables de dormir. Il préparait du café tandis que je m'asseyais au comptoir, faisant semblant de lire. Nous parlions de choses sans importance jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclairer. Puis nous nous retirions dans nos espaces respectifs. Les repas devinrent des événements communs. Pas des dîners formels, mais des rencontres informelles où nous avions tous deux faim au même moment. Il cuisinait parfois des plats italiens simples que sa grand-mère lui avait appris. Je le regardais s'affairer dans la cuisine avec une habileté surprenante et il me regardait le regarder. Nous étions tous deux conscients de la tension qui s'installait entre nous, mais aucun de nous n'était prêt à en parler. Au bout de 2 semaines, Nicolas est revenu d'une réunion avec du sang sur son col et une légère coupure au menton. Rien de grave, juste le genre d'égratignure qui arrive dans son milieu. Mais en voyant cela, j'ai eu un pincement au cœur. Laisse-moi nettoyer ça, ai-je dit avant de réfléchir. Il m'a suivi dans ma chambre où je gardais une trousse de premier secours. Je l'ai fait s'asseoir sur le bord du lit pendant que je rassemblais le matériel, très consciente de l'intimité que représentait sa présence dans mon espace personnel, debout entre ses genoux pendant que j'appliquais un antiseptique sur la coupure. Que s'est-il passé? Demandai-je doucement. Désaccord pendant les négociations. L'autre partie pensait que l'intimidation physique renforcerait sa position. Elle avait tort. Ma main tremblait légèrement tandis que j'appliquais des pansements papillons pour maintenir les bords ensemble. Nicolas remarqua que sa main se levait pour stabiliser doucement mon poignet. « Je vais bien, Olivia. Je sais. C'est juste que je n'arrivais pas à finir ma phrase. C'est juste que le voir blessé m'a fait réaliser à quel point je tenais à lui, à quel point je l'avais laissé entrer dans des espaces que j'avais juré de garder fermés après la mort de ma grand-mère. Son pouce a tracé de petits cercles à l'intérieur de mon poignet, et j'ai oublié comment respirer correctement. « Ce truc entre nous, a-t-il dit d'une voix basse, je ne suis pas le seul à le ressentir, n'est-ce pas? J'aurais dû mentir. J'aurais dû garder une distance professionnelle. J'aurais dû me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles tomber amoureuse d'un chef de la mafia était catastrophiquement stupide. Non, ai-je murmuré, ce n'est pas seulement toi. La tempête a frappé cette nuit-là. Le tonnerre a roulé à travers le Connecticut comme des tirs d'artillerie. Le courant a clignoté 2 fois avant de s'éteindre complètement, plongeant le manoir dans l'obscurité.
Les générateurs de secours se sont mis en marche pour alimenter les systèmes essentiels, mais la majeure partie de la maison restait plongée dans le noir. Je descendais les escaliers à la lumière de mon téléphone portable lorsque je faillis entrer en collision avec Nicolas dans le couloir. « Ça va ?» demanda-t-il en me stabilisant avec ses mains sur mes épaules. « Oui, je voulais juste vérifier les générateurs. Ils fonctionnent. La panne est externe. Elle devrait être réparée d'ici demain matin. » Il ne retira pas ses mains. « Viens avec moi. J'ai des bougies dans mon bureau. » Son bureau était plus chaud que le reste de la maison. Un feu brûlait déjà dans la cheminée dont j'ignorais l'existence. Les bougies diffusaient une lumière dorée, rendant l'espace intime plutôt que simplement sombre. Nous nous sommes installés dans des fauteuils près du feu et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. La tempête faisait rage dehors, la pluie martelait les fenêtres, le vent hurlait dans les coins. À l'intérieur, on se sentait en sécurité, à l'abri du chaos. J'ai repensé à cette première nuit. Nicolas finit par dire « Quand je t'ai vu prier pour mon père, j'ai su que tu étais différente, que tu allais tout compliquer. » « Comment ça, compliqué? » En me faisant m'intéresser à autre chose qu'au maintien du pouvoir. En me donnant une raison de vouloir autre chose que ce que j'ai passé ma vie à construire, mon cœur se mit à battre à tout rompre. « Que veux-tu? » Il s'est tourné vers moi, le feu projetant des ombres sur ses traits puissants. « Honnêtement, je te veux. Je te veux depuis que tu m'as défié dans ce restaurant, depuis que tu as fixé des limites et exigé le respect, depuis que tu as sauvé la vie d'Anony avec des mains qui n'ont pas cessé de trembler après coup. Je te veux d'une manière qui me terrifie, car vouloir quelque chose à ce point est une faiblesse dans mon monde. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser à cause du rugissement dans mes oreilles. Mais tu mérites que je sois honnête, a-t-il poursuivi. Être avec moi signifie accepter que j'aurai toujours des ennemis, que les menaces existeront, que la violence me suivra comme une ombre. Tu as eu un aperçu de cette vie, mais y vivre en permanence est différent, plus difficile, plus isolant. Je sais. Ma voix était plus calme que je ne me sentais. Je t'observe depuis des mois maintenant. J'ai vu les décisions que tu prends, le poids que tu portes, les gens qui dépendent de toi. Je ne suis pas naïf quant à ce qu'exige ton monde. Alors tu sais aussi que si nous franchissons cette ligne, tout changera. Tu cesseras d'être mon employé ou ma responsabilité. Tu deviendras quelque chose de plus précieux et donc de plus vulnérable. Je comprends. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le visage sérieux dans la lumière vacillante. J'ai besoin que tu sois sûre de toi, Olivia, car je ne peux pas te traiter à la légère. Pour moi, c'est tout ou rien. Si nous faisons ce que là, tu es à moi. Et je protège ce qui m'appartient de toutes mes forces. La possessivité de ces mots aurait dû m'inquiéter. Au lieu de cela, elle a fait monter la chaleur dans mon corps, s'installant au creux de mon ventre. Je me sens plus vivante ces derniers mois que je ne l'ai été depuis des années, ai-je admis. Malgré le danger, malgré les compromis éthiques, malgré le fait que je sache que je devrais m'éloigner, tu me donnes l'impression que je compte pour ce que je suis, et pas seulement pour ce que je peux t'apporter. Ça vaut le risque. Nicolas se leva et franchit la petite distance qui nous séparait. Il me tendit la main et, lorsque je la pris, il me releva doucement, nous rapprochant suffisamment pour que je doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Dis-moi d'arrêter, dit-il d'une voix rauque. Dis-moi que tu as besoin de plus de temps et je te le donnerai. » Au lieu de répondre, je comblai les derniers centimètres qui nous séparaient, me mettant sur la pointe des pieds pour presser ma bouche contre la sienne. Le baiser commença doucement, presque timidement, mais s'intensifia rapidement pour devenir urgent et passionné. Ses mains encadrèrent mon visage, puis glissèrent dans mes cheveux. J'ai agrippé sa chemise, sentant son cœur battre sous mes paumes. Des mois de tension et de retenue ont finalement éclaté, nous laissant essoufflés et désespérés. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, Nicolas a posé son front contre le mien, tous deux haletants. Cela change tout. Il a dit « Je sais, je pensais ce que j'ai dit. Tu es à moi maintenant. » Ce n'est pas une phrase que j'utilise à la légère. Je le sais aussi. Il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Lorsque ses mains commencèrent à descendre, lorsque je me sentis m'abandonner à son toucher, il s'arrêta brusquement, reculant avec un effort visible. « Pas comme ça, dit-il d'une voix tendue.
Pas dans un blackout où tu pourrais te demander après coup si c'était juste de l'adrénaline, de la peur ou de la gratitude. Ce n'était pas le cas, je le sais, mais j'ai besoin que tu en sois complètement certaine. Demain, à la lumière du jour, quand la tempête sera passée et que tu auras eu le temps de réfléchir clairement, si tu veux toujours ça, nous parlerons de ce que cela signifie. La retenue dans sa voix, l'attention derrière ses mots me faisait mal au cœur. Il me donnait une issue, s'assurant que c'était un vrai choix plutôt qu'une impulsion passionnée. D'accord, j'ai accepté. Demain. Il m'a raccompagné à ma chambre, sa main ne quittant jamais le creux de mon dos. À ma porte, il m'embrassa une dernière fois, doucement et longuement, puis se força à s'éloigner. Dors bien, Olivia, toi aussi. Je le regardais disparaître dans le couloir sombre avant de fermer ma porte et de m'y appuyer. Mon cœur battait encore la chamade, mes lèvres picotaient encore de son baiser. Demain apporterait des complications et des conversations que nous ne pourrions éviter. Mais ce soir, dans l'obscurité, alors que la tempête faisait encore rage dehors, je me laissais aller à l'espoir pour la première fois depuis des années. L'espoir que peut-être, malgré tout, j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. L'appel est venu de Roberto à 6 heures du matin. Sa voix était tendue comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. Les Russes ont attaqué l'une des cliniques de Giovanni dans le Lower East Side. Ils détiennent 12 otages, 3 membres du personnel et 9 patients. Ils exigent que Nicolas se présente en personne pour négocier. J'étais déjà en train de m'habiller, l'esprit en ébullition. C'est un piège, évidemment. Mais ils menacent de commencer à exécuter les otages dans 2 heures s'ils ne se plient pas à leurs exigences. Quelle clinique? Ai-je demandé, l'estomac noué. Roberto m'a donné l'adresse et j'ai eu le souffle coupé. Je connaissais très bien ce quartier. Il y a des années, quand je vivais encore à Boston, mais que je me rendais régulièrement à New York. J'avais fait du bénévolat dans des hôpitaux de ce quartier. J'avais arpenté ces rues, je connaissais leurs dispositions, je comprenais la communauté. Je viens à la maison et je dis, j'ai une idée. Nicolas était dans son bureau quand je suis arrivé, entouré de cartes et d'écrans de sécurité, le visage impassible. L'homme que j'avais embrassé la veille, qui était vulnérable et honnête, avait disparu derrière l'armure du leadership. Olivia, ce n'est pas... Écoute-moi d'abord, l'interrompis-je. Ils te veulent parce que tu es la cible. Ils ne s'attendent pas à voir une femme, surtout une professionnelle de santé, qui prétend se soucier du sort des otages. Son regard s'aiguisa. Que suggères-tu? Laisse-moi y aller en tant que négociatrice. Je suis une infirmière qui s'inquiète pour les blessés. C'est crédible, non menaçant. Je peux évaluer la situation de l'intérieur, créer une ouverture pour ton équipe. Absolument pas. Sa voix était neutre. C'est définitif. Je ne t'enverrai pas dans une situation avec des otages et des Russes armés qui t'ont déjà menacé une fois. Tu ne m'envoies pas. Je me porte volontaire. Il y a une différence. Roberto prit la parole près de la porte. Elle a raison, patronne. L'équipe de Dimitri ne verra pas une femme comme une menace. Ils la sous-estimeront, ce qui nous donnera un avantage. Non, Nicolas se leva, sa grande taille et son autorité remplissant la pièce. Trouvez une autre option. Mais je me dirigeais déjà vers la porte, vers la salle des équipements, où j'avais vu du matériel tactique entreposé. Nous n'avons pas le temps de trouver une autre option. Ces gens ont 90 minutes avant que les Russes ne commencent à les tuer pour prouver leur point de vue. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Un gilet pare-balles, suffisamment fin pour être dissimulé sous des vêtements. Nicolas est apparu derrière moi alors que je l'enfilais par-dessus ma chemise. « Olivia, je t'en prie. » Sa voix avait perdu son ton autoritaire, remplacé par quelque chose de brut. « Ne fais pas ça, je ne peux pas. » Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. « Je viens juste de te retrouver. Je ne peux pas te perdre à cause des jeux de Dimitri. » Je me suis tourné vers lui, posant mes mains sur sa poitrine. « Tu ne me perdras pas, mais je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que je pourrais aider à sauver des innocents. Cette clinique existe parce que ton père voulait rendre à la communauté ce qu'elle lui avait donné. Laisse-moi honorer cela. » Ses mains ont recouvert les miennes, les serrant fermement. « Si quelque chose t'arrive, ce ne sera pas le cas. Je ferai attention et tu auras des tireurs bien placés. Tu me sortiras de là si les choses tournent mal. » Roberto s'est éclairci la gorge. « Nous pouvons surveiller toutes les entrées dans des 30 minutes. Le bâtiment est vieux.
Il y a beaucoup de points d'accès pour les équipes d'intervention. Nicolas m'a regardé longuement, le conflit visible sur chaque trait de son visage. Finalement, il a expiré bruyamment. D'accord, mais tu portes le gilet, tu as un bouton d'alarme, et dès que quelque chose ne va pas, tu nous fais signe et nous intervenons. Pas d'acte héroïque, pas de risque inutile. D'accord. 20 minutes plus tard, j'étais vêtu d'une blouse propre et d'une veste médicale blanche par-dessus le gilet pare-balles, les cheveux tirés en arrière de manière professionnelle. Je portais une trousse médicale que Roberto avait remplie de fournitures, ainsi que des dispositifs de suivi et un microphone afin que l'équipe de Nicholas puisse entendre tout ce qui se passait à l'intérieur. Le trajet jusqu'au Lower East Side a duré 40 minutes dans le trafic matinal. J'ai passé ce temps à contrôler ma respiration, à passer en revue ce que je savais sur la négociation avec des personnes désespérées, à prier pour ne pas tuer tout le monde par arrogance. Nicolas suivait dans le véhicule derrière le mien, assez près pour réagir instantanément, mais assez loin pour ne pas être repéré par les guetteurs russes. Sa voix me parvenait à travers la petite oreillette cachée sous mes cheveux. Nous positionnons les équipes en ce moment. Vous avez des tireurs sur 3 bâtiments environnants et des équipes d'intervention prêtes à 4 points d'accès. Tu n'es pas seul là-dedans. Je sais. Ma voix était plus calme que je ne l'étais en réalité. La clinique était un modeste bâtiment de 2 étages coincé entre une épicerie et une laverie automatique. Les fenêtres étaient équipées de vitres pare-balles. Des barres de sécurité qui n'arrêteraient pas des professionnels, mais dissuadaient les cambrioleurs occasionnels. Un homme armé d'un fusil se tenait derrière la vitrine, observant la rue avec une tension évidente. Je m'approchais lentement, les mains bien en évidence. Je tenais ma trousse médicale à distance de mon corps. L'âme de l'homme suivait mes mouvements. « Je suis infirmier », criai-je. J'ai entendu dire qu'il y avait des blessés à l'intérieur. Je suis venu pour aider, rien d'autre. La porte s'entr'ouvrit. Un autre homme apparut. Plus jeune, il dégageait une énergie nerveuse. « Qui vous envoie? Personne ne m'envoie. Je suis bénévole dans les cliniques de ce quartier. Je suis juste là pour prodiguer des soins médicaux. » Il a parlé rapidement en russe dans une radio, puis m'a fait signe d'entrer avec son arme. Lentement. Un faux mouvement et je tire. La salle d'attente de la clinique avait été saccagée. Les chaises étaient renversées, les magazines éparpillés, le bureau de la réceptionniste poussé contre un mur. 12 personnes étaient assises par terre contre le mur du fond, les mains attachées avec des liens en plastique, le visage pâle de peur. J'ai reconnu 2 membres du personnel grâce aux photos que j'avais vues dans les dossiers personnels de Giovanni. 3 Russes au total. Le jeune homme nerveux près de la porte. Un homme plus âgé, avec une cicatrice sur la joue qui gardait des otages. Et un 3e homme assis dans un coin, serrant sa poitrine, le visage gris et en sueur. Je suis ici pour vérifier si quelqu'un a besoin de soins médicaux immédiats. J'ai dit calmement en m'approchant des otages. Scarface m'a bloqué le passage. Personne n'a appelé d'infirmière. Les personnes ayant une formation médicale n'attendent pas qu'on les appelle lorsque des vies sont en danger. Laissez-moi faire mon travail, puis je partirai. Dans mon oreille, la voix de Nicolas. Et attention, celui dans le coin ressemble au lieutenant de Dimitri, Victor. S'il dirige cette opération et qu'il est compromis, je l'ai ignoré, me concentrant sur les otages. Une femme d'une 60aine d'années, avec une manche tachée de sang. Un jeune homme tenant son poignet dans une position inconfortable. Une femme enceinte qui respirait trop vite, les yeux écarquillés de panique. Je dois soigner ces personnes, et je dis fermement, cette femme saigne. La femme enceinte est en proie à une crise de panique. Laissez-moi les aider et vous aurez des otages en meilleure santé avec lesquels négocier. Scarface semblait indécis. Le jeune homme nerveux a pris la parole. Victor, ce n'est qu'une infirmière. Que peut-elle faire de mal? Victor, le lieutenant, demande. L'homme qui serrait sa poitrine comme si son cœur essayait de s'échapper de sa cage thoracique. Votre ami n'a pas l'air bien, ai-je observé en reportant mon attention sur Victor. Douleur thoracique, essoufflement, c'est une détresse cardiaque, probablement due au stress, mais cela peut quand même vous tuer si vous ne vous faites pas soigner. Victor a plissé les yeux. Je vais bien. Ce n'est pas vrai. Vous êtes livide. Vous transpirez malgré la fraîcheur de la température et vous protégez votre côté gauche. Ce sont les symptômes classiques d'une crise cardiaque. Je m'approchais lentement de lui. Laissez-moi vérifier vos signes vitaux.
Si vous vous effondrez à cause d'un accident coronarien, toute votre opération sera compromise. L'intérêt personnel l'emporta sur la méfiance. Victor acquiesça brusquement. Je m'agenouillai à côté de lui, sortis un tensiomètre et un stéthoscope, et travaillai avec un calme délibéré alors que mon cœur battait à toute rompre. Sa tension artérielle était dangereusement élevée. Son pouls était irrégulier. Ce n'était pas encore une crise cardiaque complète, mais presque, très proche. Vous avez besoin de médicaments, ai-je dit doucement. À l'oreille, j'ai de la nitroglycérine dans mon sac qui vous aidera à vous stabiliser. Mais les crises cardiaques nécessitent du repos et un faible niveau de stress. Vous n'avez ni l'un ni l'autre dans une situation avec des otages. Je ne peux pas les laisser partir. Pas avant l'arrivée de Santoro. Santoro ne viendra pas. Il n'est pas assez stupide pour tomber dans un piège aussi évident. Mais il pourrait négocier si vous libérez les otages en signe de bonne foi, surtout si je lui dis que vous avez une urgence médicale et que vous avez besoin d'un passage sûr vers un hôpital. Le visage de Victor se tordit de frustration et de douleur. Si je les libère sans obtenir ce pourquoi nous sommes venus, je suis mort de toute façon. Dimitri ne pardonne pas l'échec, me dit-il à l'oreille. L'équipe d'intervention est prête à mon signal. Donnez le signal. J'ai ignoré Nicolas, me concentrant sur Victor. Et si je pouvais vous obtenir quelque chose d'assez précieux à rapporter à Dimitri? Quelque chose qui prouverait que cette opération n'était pas un échec total. Comme quoi? Des informations sur les opérations de Santoro, les noms des fournisseurs, l'emplacement des entrepôts, les détails des transactions à venir. J'ai baissé encore plus la voix. Je travaille pour lui. J'ai accès à des informations que vous n'obtiendrez jamais par interrogatoire. C'était un bluff complet. Je ne savais presque rien des activités commerciales de Nicolas, au-delà de ce que j'avais observé directement. Mais Victor ne le savait pas. Ses yeux scrutaient mon visage, calculateur, désespéré. Pourquoi le trahiriez-vous? Parce que je suis avant tout infirmier. J'ai prêté serment de préserver la vie. En ce moment, j'ai 12 innocents en danger et vous êtes en train de faire une crise cardiaque. Si vous donnez quelques informations mineures permet à tout le monde de s'en sortir sain et sauf, c'est le choix que je fais. La respiration de Victor empirait. Sa main tremblait alors qu'il serrait sa poitrine. Les otages sont libérés. Vous restez. Vous me donnez les informations. Marché conclu. Mais prenez d'abord le nitro. Je ne peux pas partager des informations avec un cadavre. Je lui administrai le médicament, observant sa couleur s'améliorer légèrement. Puis je me levai et m'adressai à Scarface. Coupez leurs liens, ils sont libérés. Victor, Scarface sursauta. Faites-le. Victor grinça des dents. Nous avons quelque chose de mieux que des otages. Nous avons des informations privilégiées. Les otages furent libérés et titubèrent vers la sortie, sous le choc et incrédule. La femme enceinte pleurait. La vieille femme serrait son bras ensanglanté. Ils se sont dirigés vers la rue où je savais que les hommes de Nicolas les attendaient. Il ne restait plus que moi et 3 Russes armés. Victor s'est relevé péniblement, s'appuyant lourdement sur le bureau. Commencez par parler. Je dois soigner correctement cette blessure au bras. Et le poignet du jeune homme a besoin d'une attelle. Il n'y a plus d'otage. Non, mais vous faites une crise cardiaque. Considérez cela comme une aide humanitaire pendant que j'organise mes pensées sur les opérations de Santoro. Je gagnais du temps pour permettre aux équipes de Nicolas de se repositionner maintenant que les otages avaient été libérés. Dans mon oreille, la voix de Roberto. 30 secondes. Je me suis dirigé lentement vers ma trousse médicale, en m'assurant que Victor pouvait voir tout ce que je faisais. Ma main a cherché les bandages. Puis tout s'est passé simultanément. Les fenêtres ont volé en éclats sous l'effet des grenades assourdissantes. La porte a explosé vers l'intérieur. Le jeune Russe nerveux a levé son arme et je me suis couché à plat ventre, me couvrant la tête. Des coupes de feu ont éclaté, assourdissant dans cet espace clos. Puis le silence. Des mains puissantes m'ont relevé. Nicolas, en tenue tactique, le visage masqué par une fureur et un soulagement contenu. « Tu es blessé? » »« Je vais bien. » Victor a besoin d'être hospitalisé. Il souffre d'une véritable détresse cardiaque. Roberto et son équipe avaient les 3 Russes en garde à vue, désarmés et maîtrisés. Celui qui avait des cicatrices était blessé, le jeune était inconscient à cause de la grenade aveuglante. Victor était à peine conscient, serrant sa poitrine. « Appelez les secours pour eux tous, » ordonna Nicolas.
Deux des médecins de Nicolas se sont immédiatement approchés. L'un s'est occupé du bras ensanglanté de la femme plus âgée, l'autre de la femme enceinte, guidant sa respiration jusqu'à ce que la panique s'atténue. Ce n'est qu'alors que la tension dans mes épaules s'est légèrement relâchée et que quelqu'un fasse sortir Olivia d'ici avant que la presse n'arrive. Il fallut plusieurs jours pour que les conséquences se dévoilent pleinement. Victor survécut à sa crise cardiaque, mais fut poursuivi au niveau fédéral avec son équipe. Plus important encore, le Red brisa le leadership opérationnel de Dimitri. Son lieutenant capturé, son jeu d'otage déjoué, sa réputation ternie par une infirmière qui l'avait surpassé. D'autres factions russes virent d'une faiblesse et se retournèrent contre lui. En moins de 2 semaines, Dimitri Voulov était mort, tué par des rivaux de sa propre organisation. Son territoire a été divisé entre différents groupes à la suite de négociations facilitées par Nicolas. La menace immédiate qui pesait sur la famille Santoro et sur moi-même a été neutralisée. Nicolas a annoncé des changements lors d'une réunion de famille à laquelle je n'étais pas présent, mais dont Roberto m'a parlé. Moins de recours à la violence comme première réponse. Plus d'investissement dans des entreprises commerciales légitimes. Expansion des activités caritatives lancées par Giovanni, désormais associées publiquement au nom de Nicolas. Tu as influencé cela. Roberto me l'a dit autour d'un café dans le manoir du Connecticut. Il a changé depuis que tu es entré dans sa vie. Il est plus disposé à envisager des voies qui n'impliquent pas de briser les gens. Je ne lui ai pas demandé de changer. Non, mais tu lui as donné envie de le faire. C'est plus puissant. J'avais repris la gestion de la clinique du Lower East Side une fois qu'elle avait été réparée et rouverte. Non pas comme une œuvre caritative secrète de la mafia, mais comme une entreprise publique portant le nom de Santoro. Nous avons embauché du personnel qualifié, élargi nos services et établi des partenariats avec des organisations médicales légitimes. Je partageais mon temps entre cela et la pratique médicale discrète pour les membres de ma famille qui avaient encore besoin de soins en dehors des circuits officiels. C'était un compromis entre le monde pour lequel j'avais été formé et celui que j'avais choisi. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. 3 mois après la prise d'otage, Nicolas a organisé un dîner privé dans le manoir du Connecticut. Juste la famille, avait-il dit, uniquement le cercle immédiat. Je m'habillais avec soin, enfilant une robe bordeaux que j'avais achetée moi-même, sans l'emprunter ni la recevoir. Mon propre choix, mon propre argent, ma propre déclaration sur la personne que j'étais devenue. La salle à manger pouvait accueillir 20 personnes. Roberto, plusieurs soldats que j'avais soignés, la tante de Nicolas que j'avais vue aux funérailles, quelques cousins qui s'étaient montrés loyaux. L'ambiance était détendue, le vin coulait à flot, les conversations se chevauchaient en anglais et en italien. Nicolas s'est levé quand je suis entré, s'approchant pour tirer la chaise à côté de la sienne en bout de table, une position importante que tout le monde a remarquée. « Merci à tous d'être venus », a dit Nicolas une fois que nous étions tous assis. Mon père a bâti cette famille sur la loyauté et la protection mutuelle. Il croyait qu'il fallait prendre soin des nôtres. Olivia Grant incarne ces valeurs. Elle a fait ses preuves par son dévouement, son courage et son engagement envers les membres de cette organisation. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres, pleins de chaleur. Elle a également fait ses preuves auprès de moi personnellement. C'est pourquoi je fais cette annonce officiellement, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant à sa position. Olivia est sous ma protection, mais plus que cela, elle a choisi de se tenir à mes côtés et je l'ai choisi. La table a éclaté en applaudissements et a levé ses verres. Une vague de chaleur m'envahit le visage, mais je ne détournai pas les yeux de Nicolas. Roberto se leva et leva son verre de vin. J'aimerais dire que je suis surpris, mais ce n'est pas le cas. J'ai su dès le premier soir, lorsque le patron a insisté pour qu'elle parte avec lui plutôt qu'avec moi, que quelque chose avait changé. On ne se bat pas pour quelqu'un comme ça, à moins qu'il ne compte vraiment. À Nicolas et Olivia, puissiez-vous tous deux trouver ce que vous cherchez. Tout le monde but. Le dîner se poursuivit dans une ambiance chaleureuse et festive. Les gens y vinrent me féliciter, me raconter des anecdotes, m'accueillir officiellement dans la famille. Tard dans la soirée, il y a que les autres s'étaient dispersés dans différentes pièces. Nicolas me trouva sur la terrasse qui surplombait le parc. Les étoiles étaient invisibles malgré la pollution lumineuse. L'air froid de novembre me piquait la peau. « Tu n'as aucun regret ?»
demanda-t-il en s'installant à côté de moi. À propos de quoi? Travailler pour une organisation criminelle? Tomber amoureuse de son chef? Risquer ma vie dans une prise d'otage? Tout cela. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Il y a 6 mois, je croulais sous les dettes. J'avais un travail qui m'isolait. J'étais convaincu que je ne construirais jamais rien de significatif. Aujourd'hui, je dirigeais une clinique qui aidait réellement les gens. J'avais remboursé les dettes de ma grand-mère et je me tenais aux côtés d'un homme qui avait prouvé qu'il valait la peine, malgré les complications qu'il avait entraînées. Je n'ai aucun regret, ai-je répondu. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est celle que j'ai choisie, et je la choisis à nouveau chaque jour. Nicolas m'a attiré vers lui, son bras autour de ma taille. Tant mieux, car je ne te laisserai pas partir, même si je voulais partir. Même si j'aurais pu trouver des arguments bien plus convaincants pour rester, j'ai ri, me blottissant contre lui. Derrière nous, à travers les fenêtres, je pouvais voir Roberto et les autres. Ma nouvelle famille étrange continuait à faire la fête. Devant nous s'étendait le paysage du Connecticut, sombre et paisible. Quelque part dans la ville, la clinique que je dirigeais portait le nom de Giovanni et perpétuait son héritage. Quelque part dans le Queens, mon cabinet médical soignait les personnes qui avaient besoin d'aide sans les juger. Quelque part dans ce monde compliqué, j'avais trouvé un endroit où je me sentais chez moi. Non pas malgré le danger et la complexité morale, mais en quelque sorte grâce à eux. Parce que Nicolas m'avait vu comme plus qu'une dette à rembourser ou un problème à résoudre. Parce que j'avais fait mes preuves à travers des choix qui comptaient. Parce que nous avions tous deux décidé que construire quelque chose ensemble valait la peine de prendre des risques. Je t'aime, dit Nicolas doucement. Ce n'était pas une question, juste une affirmation. Je sais, répondis-je tout aussi doucement. Je t'aime aussi. Nous restâmes là, debout dans la froide nuit de novembre. Le chef de la mafia et l'infirmière qui était entré dans son monde par compassion et y était resté par choix. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y aurait d'autres menaces, d'autres compromis éthiques, d'autres nuits passées à s'inquiéter des conséquences, mais nous les affronterions ensemble. Et d'une certaine manière, cela rendait tout cela